Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. OK, on est sur Radio Pirate Live en ce lundi. Jerry, beaucoup de rhum devant toi. Beaucoup de rhum. Mr. White, lui, a du Cheese Whiz, mais toi, t'as du rhum. Oui. En spécial chez Panier Extra. Oh! La grosse bouteille de même? 5 pièces. Wow! Pas cher, ça. Ben oui, ça fait le job, ça. J'en ai pas une semaine. Yes! OK, Non, quand même. c'est pas vrai. Non, les bouteilles de rhum, je veux saluer Martin Saint-Hilaire qui était avec nous autres sur Prime. Dès que vous allez entendre un bout de Martin cette semaine, Oui. parce que vendredi, on va vous proposer sur le live, comme à tous les vendredis maintenant, des petits bouts qu'on vous offre de ce qui se passe pendant la semaine sur le Prime. Et pendant ce temps-là, si vous aimez le mood, comment ça se passe, et que ça vous tente de vous joindre à notre famille Prime, on va vous offrir un abonnement avec une petite semaine sympathique que vous n'allez pas payer pour goûter au Prime. Puis peut-être qu'un jour, vous joindre à notre gang de malades dans la tête que sont les Pirates Prime. Donc, Moi, ça me fait capoter pareil, parce que Martin, c'est un pirate qui vit au Vanuatu, oui. qui est comme une île Dans le Pacifique dans Sud. le Pacifique, Exactement là, ça. pas super loin de l'Australie. Là. Puis moi, ça me fait toujours capoter les pirates, nos pirates extérieurs qui se rencontrent. Oui. Parce que lui, il est allé rencontrer Alec au Japon. Au Japon. C'était la comme deuxième fois. Ouais. La deuxième fois qu'ils mangent ensemble. Donc, Martin est allé faire un tour voir Alec. Alec fait chier beaucoup de monde sur Twitter qui adore piquer le monde un petit peu avec ses chemises à 15 000 $. Mais personnage sympathique. Martin est très fin. Donc, lui, c'est un ambassadeur. C'est quoi? Son nom, c'est... Monaco, là, mais c'est Ouais, pas, c'est quoi c'est le- pas, je pense c'est que pas c'est pas ambassadeur, ambassadeur. c'est- Non, c'est, c'est consul. Non, Consul. comme qu'on dit ça. Ouais. Ouais. Un genre de consul. Un consul pour la principauté de Monaco, mais à Vanuatu. C'est comme le représentant. là. C'est ça, c'est le représentant de Monaco. C'est un gars d'ici, de la région de Québec. là. Donc, c'est très drôle. Lui, Salut, il travaille dans Martin. le domaine financier. Et aussi, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a une distillerie de rhum. Parce Rhum et que d'alcool. au Vanuatu, il y a de la canne. Il y a de la canne. Il y a de la canne à sucre et elle est faite à partir de la canne, ce qui est quand même exceptionnel. Donc, c'est un produit très haut de gamme, offert sur place, bien sûr, puis que tous les touristes et les bateaux de croisière, quand ils y vont, ils goûtent à ce produit-là parce qu'eux font du gin, ils font un paquet d'affaires, mais ça, c'est leur spécialité. Et le but, c'est d'exporter leur rhum bientôt en Australie, Oui. à Singapour et au Japon. Mais au Québec, ça va être par des agences ou encore des affaires un peu plus privées parce qu'avec la SAQ, pour ce genre de produit-là, c'est très compliqué. Donc, ben le fun. Donc, on est avec lui sur Prime. Peut-être que vous allez avoir un bout cette semaine. Donc, mon nom est Jeff Fillion. Bon début de semaine. J'espère que tout le monde est de bonne humeur. Bon week-end malgré température un peu bizarre. J'ai vu qu'il y a quelques endroits qui ont eu un peu plus de pluie que d'autres, etc. Mais somme toute, je dirais que je sais que toi, Mr. White, en as eu plus que nous. Peut-être plus proche des montagnes, ça brossait un petit peu plus. Mais somme toute, on a réussi à... on a réussi à se faire quelque chose avec la température qu'on a. Regarde, vous voulez qu'on fasse? C'est les changements climatiques. Changement climatique. Les changements climatiques. Hey, petit sujet comme ça pour commencer. Juste vous dire que d'abord, c'est très bizarre. Tu sais, la CAQ, je sais, des fois, on dirait que la CAQ, c'est un parti un peu à la hauteur du chef. Tu sais, un gars, un genre de bonhomme. C'est un genre de mononcle. Puis c'est un parti qui joue au gros parti, mais c'est un parti de gaffeux. C'est une gang de pas bons. OK? Mon père dirait de Legault qui est un petit peu youpolaï. Il est très youpolaï. Il est très youpolaï. youpolaï. Très youpolaï. Écoutez-le au tennis hier. En compagnie du premier ministre du Québec,
qui est arrêté nous voir au studio IGA. Bonjour, M. Legault. Mais bonjour Frédéric, bonjour Richard. Quelle belle semaine. Bonjour François, si je peux me permettre. Oui. Hein? Oui, très belle semaine. Deux anciens du PQ. Hein? Mais on n'ira pas là. Ancien? C'était une autre époque. Bon, ben là, bonsoir, salut! Comment tu vas, Frédéric? Avec ton nouveau chum, ça va bien? T'aimes le hockey maintenant? Ben oui, mais tu as du tennis, puis toi, Richard, t'as des amis au PQ, hein? Mais tu sais, c'est un drôle de parti. Et c'est un parti qui a trouvé sa candidate pour l'élection partielle de Jean Talon. Ce qu'on me dit, c'est que bon, les péquistes pensent qu'ils ont une chance dans Jean Talon, parce que c'est une place très libérale, mais là, qui vient d'avoir une députée de la CAQ. C'était probablement, tout le monde pense que la plus cute de la CAQ, c'est Geneviève Guilbeault. Moi, je pense que la plus belle, la plus naturelle, c'était cette madame-là qui était dans Jean Talon. Mais on y avait promis un poste de ministre, finalement, elle n'a rien eu, donc elle a dit « OK, goodbye ». Elle est partie, et là, la place est ouverte. Mais habituellement, c'est une place libérale. On s'entend que les libéraux ne gagneront rien là, à cette élection-là. Donc, ça va jouer entre la CAQ, ça peut être même un petit regain pour le PQ, parce que tous les médias de Québécois sont pro-PQ depuis quelque temps, et ça peut être même une possibilité pour QS, parce que les portes de l'enfer rouge sont juste à côté. Donc, le communisme de la région de Québec commence juste à côté de Jean Talon. Peut-être que ce virus pourrait envahir Jean Talon, who knows. Mais la CAQ a présenté sa candidate. Elle s'appelle Marie-Annick Chouary. Est-ce que c'est parent avec l'ancien maire de... Paul Chouary, le gars qui s'est fait traiter de tout et non par la bombe? Probablement, je n'ai pas vérifié ça, mais c'est pas important. C'est que moi, là... Si j'ai un candidat ou une candidate, je comprends que tous les partis veulent des candidates, là, ils veulent plus de gars, ils veulent des candidates. Là, c'est le nouveau buzz. Mais si son CV, c'est d'être la directrice générale de l'organisme Vide ta sacoche. Moi, comme parti politique, je suis chef, je dis, ben oui, elle est peut-être bien bonne, elle a peut-être bien des qualifications, là, mais je dis, c'est pas vrai qu'on va aller présenter une candidate qu'elle arrive de Vide ta sacoche. On va avoir l'air à du monde qui vont chercher du monde qui vide la sacoche. J'ai trouvé ça un peu bizarre, j'ai trouvé ça un peu drôle, mais c'est le genre de patente que la CAQ ne regarde pas bien. Juste un petit clin d'œil de même, Donald Gagnon qui a été candidat aux dernières élections pour le parti de Éric Duhaime, qui était très près de Éric. Je pense qu'il est encore près de Éric pas mal. Donald, t'es un vieux chum que je salue. Je viens de voir ton vidéo sur Facebook. Les caméras à la maison qui nous permettent de voir l'activité qu'on a pendant qu'on n'est pas là et qu'on dort. Il y a un gars qui vient sur son perron, qui arrive et qui bat un jeune, un gars de 22-23 ans, et qui s'apprête à, on va le dire, à chier sur son perron. C'est pas des farces, c'est pas des... Carrément. Et là, il se rend compte qu'il y a une caméra. Là. Donc, mon ami Donald est à la recherche du jeune cave qui a voulu faire un genre de gros cornet au chocolat sur le perron. Donc, il y a des caméras. Je sais qu'il y en a qui vont dire, il y a des caméras à tous les prix. Là. Mais souvent, les caméras Blink de Amazon viennent à moitié prix. Vous en avez 3. Très facile à installer sur le Wi-Fi. Très facile. Pas besoin d'être dans le cloud et d'avoir le stock à 15$ par mois. Juste avec une clé USB, vous êtes capable d'avoir accès à tout le matériel que vos caméras vont fournir quand il y a des choses qui se passent près de chez vous. Et aussi, tiens, Jean Talon, je veux dire que... Puis on parlait du Parti conservateur. C'est pas Éric, c'est pas des gens du Parti conservateur qui me l'ont dit, c'est pas des gens proches. On me dit que le Parti conservateur du Québec a approché Sam Hamad pour être candidat dans Jean Talon. Sam a dit, gars, j'ai tout donné au niveau provincial, j'ai pas d'intérêt. Il est également courtisé pour être, je dirais, on s'entend que si Sam Hamad se présente pour les conservateurs fédéraux de Poilievre, c'est une victoire assurée. Mais il semblerait que même là, pour être député, ça y intéresse pas. Ce qu'il veut, et c'est la rumeur que j'ai, ce que veut Sam Hamad, et je vous le dis que si jamais Sam Hamad décide de faire ce que j'entends, il sera le prochain maire de Québec. Hein? Sam Hamad, je l'ai dit sur le Prime, je l'ai dit aux boys, la rumeur qui est quand même assez solide, c'est que Sam Hamad regarde actuellement
pour se joindre à un parti politique, soit un parti existant ou un parti qu'il pourrait fonder. Et Sam Hamad regarde pour être maire de Québec à la prochaine élection. Et la question de Jerry est très bonne. Un gars comme... Est-ce que ça serait la première fois de l'histoire, en tout cas, c'est pas arrivé bien dans des grandes villes au Québec, qu'un maire sortant se fait sortir par un nouveau. Mais si jamais ça arrive que Sam Hamad se présente à la mairie de Québec, je peux vous garantir une chose, c'est certain que Bruno Marchand n'est pas réélu. Et en sachant qu'il pourrait devenir le premier maire à ne pas être réélu, le méga gauchiste qui a peur que la glace fonde en Antarctique, eh bien, mon feeling, et c'est le feeling de Jerry, l'idée est soulevée par Jerry. Jerry dit, si Sam Hamad se présente, je me demande si Marchand va se présenter. Parce qu'il marquerait l'histoire, tu comprends? Il marquerait l'histoire à être le premier maire à ne pas gagner. C'est soit que tu... Premier maire sortant. Exactement. C'est soit que tu prends ta retraite ou tu pars pour maladie. On s'entend dessus, là. Mais là, si tu te fais battre, justement, ça c'est vraiment pas arrivé souvent. Moi, je suis convaincu que si Hamad se présente, Marchand se présente pas. Oui, il y a quelque chose de même, c'est sûr. Hey, j'ai différents sujets, puis je sais que Yann Sénéchal est stand-by, puis on doit faire attention dans le timing parce que lui a des activités de son côté. Mais juste vous donner... les nouvelles du week-end, c'est pas des grosses affaires, là, mais c'est parce que ça fait paniquer tout le monde un peu. Le journal Métro qui cesse ses activités, on voit la gang de Québécois qui sont... PKP fait faire toutes ses affaires par Richard Martineau et sa blonde. OK? Puis là, il y a comme un genre de pétage de coche qui continue sans cesse sur Facebook et Google. Le journal Métro cesse ses activités. Je vais vous le dire en bon québécois, c'est une crise de bonnes nouvelles. OK? Puis, il y en a qui vont dire « Ouais, mais Jeff, tu es dans les médias, je sais que Éric Duhaime a fait ce genre de post-là. Moi, je ne pense pas que c'est une mauvaise nouvelle. Éric Duhaime a fait un post, je pense que je l'ai quelque part. Éric a dit même si ce sont des médias qui sont contre nous, c'est jamais une bonne nouvelle de voir des médias disparaître. Je peux comprendre un peu le point là-dessus. Sauf que mon feeling est inverse. C'est que on doit avoir un méga nettoyage. OK? C'est allé trop de l'autre bord. Puis justement, des gens comme Poilievre Poilievre se fait accuser aujourd'hui d'être complotiste, juste et uniquement, puis avec raison, il dit « Moi, si jamais je suis élu, mes ministres n'iront pas au Forum mondial économique à Davos avec sa gang de gauchistes-là qui veulent refaire le monde, nous enlever nos maisons, nous enlever nos chars, faire un grand reset. » C'est pas moi qui le dis, c'est pas du complot. C'est eux qui le disent sur des tribunes publiques sans vraiment se cacher. Donc, lui, il dit événement hyper à gauche, même extrême gauche, c'est sûr qu'on y va pas. À partir de là, les médias le traitent de complotiste. C'est la presse canadienne avec un texte dans la presse de ce matin et dans d'autres médias également qui ont diffusé le même texte, qui nous disent que Poilievre est un complotiste. Et Éric Duhaime a été victime de ces genres de journalisme et de médias activistes. Et savez-vous quoi? Ils doivent fermer. On doit avoir un grand nettoyage. Des nettoyages, là, dans l'histoire de l'économie, il y en a dans tous les secteurs. Vous êtes dans la construction, à un moment donné, il arrive une baisse de la construction, les meilleurs survivent, les crosseurs et les moins bons crèvent. Dans une crise médiatique, il y en a une crise médiatique, c'est clair, parce qu'elle est sur plusieurs fronts. Et je vous dirais que le dernier des fronts, c'est Facebook. Le premier front, c'est celui-ci. C'est un média, le journal Métro, il y avait d'autres noms aussi, là, parce que dans la région de Québec, il y avait d'autres noms, mais c'est des journaux qui étaient devenus des journaux d'extrême gauche, quasiment une caricature, des journaux extrêmement green qui nous faisaient la leçon sur un peu tout. Des fois, tu disais, mais voyons, d'où ça vient, ces maudites cochonneries-là? Souvent, ça venait du journal Métro. Journal 24 heures est pareil. Tous ces petits journaux-là où les nouveaux journalistes poussent, c'est vraiment... regarde, c'est une maladie, cette patente-là. C'est contagieux. Moi, j'allais puiser, moi, dans le journal Métro, des articles complètement weirdo green. Bon, ça, c'est la première raison. Ça, c'est la première raison pourquoi ils ferment, Jerry. Okay? Le 2 août, là, il y a un article, là, c'est « L'humanité a déjà épuisé tout ce que la Terre peut produire en un an. » Ben oui, c'est ça. Tu vois le genre d'article, là? C'était toujours comme ça. C'est toujours des patentes de même. Donc, une gang d'activistes au bout de leur chaîne, anxieux, à répéter tout le temps les mêmes affaires. Puis, regarde, ça finissait plus. Donc, les gens, tu t'intéresses plus à ces journaux-là, tu les prends pour les mettre dans le fond de la litière à chat.
Tu sais, il n'y a rien à faire avec ça. C'est pas intéressant. Déconnecter, c'est parce que c'était des petits journaux locaux. Déconnecter des sujets locaux, comme tous ces journaux-là ont fait pendant 50 ans. Là, c'est devenu la grande affaire, la grande chiure green, puis les changements climatiques, tout ce que tu veux, puis toutes les affaires très, très, très à gauche et extrême gauche. Donc, ils sont crevés parce qu'ils étaient mauvais. Ils sont crevés parce qu'ils étaient lâches. Ils ont crevé parce qu'ils sont pas bons. OK? Mais- c'est la seule et unique raison. Là. Oui, mais il y a une autre raison. Ben, ça, c'est la deuxième. Mais la première, Ben, mais non, mais je te dis, la première, je vais te donner. La deuxième que tu vas me dire. La deuxième, c'est... une autre. C'est une green qui a mis des bâtons d'un roue au journal Métro. La fille qui danse comme si elle écoutait The Cure en 1985 dans un bar où ce que tout est noir, dans le genre de wagon de Barbada là, pendant la parade gay hier. Je suis un fan de The Cure, moi. Ben, je sais que tu es un fan de The Cure, mais rappelle-toi que les filles dansaient de même. Oui. Et Valérie Plante danse, c'est un peu weird d'ailleurs. Et Valérie Plante, elle est responsable en grande partie du... Tu sais, une extrême gauchiste responsable de la mort d'un journal extrême gauche. J'adore, moi. Oui, mais c'est spécial. Moi, j'adore parce qu'elle a empêché les Publisacs d'être distribués dans des sacs de plastique sur l'île de Montréal, dans la ville de Montréal. Et en faisant ça, vu que le journal Métro était distribué à l'intérieur des Publisacs, eh bien, le journal est mort. Donc, très drôle. Ils se mangent entre eux autres. Moi, j'adore. Mais c'est juste dire que il va falloir que Éric Duhaime, s'il veut survivre, il va falloir qu'il attaque régulièrement les médias activistes et les journalistes activistes. Il ne gagnera pas à essayer de faire à croire que ces gens-là, il faut les respecter, etc., etc. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été beaucoup trop, je dirais, tolérant envers les médias pendant la campagne électorale. Le seul moyen que le Parti conservateur du Québec peut survivre, c'est s'il se dresse devant les médias. Et Éric, je ne parle pas pour lui, mais doit célébrer la fin des médias qui sont en train de décéder un après l'autre. Faites-vous-en pas. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Ces gens-là vont être remplacés. Les gens ont besoin de lire. Les gens ont besoin d'entendre. Les gens ont besoin de s'informer. Ils vont le faire différemment. Mais de voir ces activistes complètement déconnectés, une gang de fous furieux, perdre leur job, ben pour moi, là, d'abord, c'est une opportunité extraordinaire pour le futur, pour les autres qui veulent faire quelque chose, mais de voir le bois mort mourir de cette manière-là, on ne peut faire qu'autrement que s'en réjouir. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a d'autres qui vont suivre. On me dit que prochainement, toute la gang du Soleil risque de disparaître, donc tous les journaux alentours du Soleil, Le Droit, La Tribune, le Quotidien. Ces gens-là vont devoir laisser la place à quelqu'un d'autre. Tout le monde va broyer. C'est l'enfer pour l'information locale. Faites-vous-en pas. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Mais si ceux-là meurent, c'est parce qu'ils ne se sont pas adaptés, c'est parce qu'ils sont lâches, c'est parce qu'ils sont paresseux, c'est parce qu'ils ne sont pas sur les sujets que les gens veulent entendre, c'est parce qu'ils ont eu des opportunités de défendre les gens, ils ont pris le gouvernement à la place, ils ont commencé à attaquer le monde ordinaire sur toutes sortes d'affaires, la COVID, les vaccins, le complotisme, les ci, les ça, le troisième lien par rapport versus le tramway dans la région de Québec. Donc, ces gens-là ont choisi leur gang. Eh bien, finalement, le temps est en train de leur montrer que leur choix les amène vers le cimetière. Bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est comme ça que ça marche. Les stations de radio marchent de même depuis toujours. Je marche de même depuis toujours. Si je ne suis pas intéressant, si je ne suis pas avec les gens, si je ne suis pas derrière le monde, bien, on doit laisser notre place à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça fonctionne depuis toujours. Et là, c'est la fin de celui-là. Les autres vont suivre. Donc, Capital Média, s'il reste un an et demi, on leur souhaite la meilleure des chances, mais ça va être bien tough. La presse à Montréal, la même chose. Le groupe TVA est dans le trouble à peu près. Richard Martineau, ce matin, dans son article, dit que ils sont encore capables, les autres sont soutenus, puis ça va bien, ils sont chanceux. Bien, je regarde les résultats financiers, c'est pas ce que je vois. Je vois une perte de 30 millions par trimestre. Eux autres aussi, d'après moi, il va y avoir de gros changements. Et malgré ce que les gens vont vous dire, ce que les médias, est-ce que les politiciens vont vous dire, ce que les autres médias restants vont vous dire, c'est pas vrai que c'est une mauvaise nouvelle. Quand quelque chose est mauvais, ça doit mourir
et être remplacé par quelque chose de meilleur. Et être meilleur dans les médias, c'est pas bien dur. Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est surtout de prendre le côté du monde, le côté des gens qui vous lisent, le côté des gens qui vous regardent, le côté des gens qui vous écoutent. Arrêtez de diviser, allez chercher le plus de monde possible, informez-le du mieux possible, arrêtez de prendre un parti par rapport à un autre, arrêtez de capoter sur telle affaire, telle chose, telle ci, telle ça, puis calmez-vous les nerfs, vous allez voir que vous allez survivre longtemps dans cet environnement-là. Il y en a plusieurs qui l'ont fait pendant des décennies et des décennies. Le dérapage ne vient pas de Facebook, le dérapage vient des choix éditoriaux que vous avez pris et vous avez décidé de laisser tomber Monsieur Tout-le-Monde. Eh bien, maintenant, vous en mourrez. Et c'est une opportunité extraordinaire pour un renouveau. Une forêt qui brûle, là. Allez la voir dans 3 ans. Vous n'aurez jamais rien vu d'aussi vert de votre vie. Il va y avoir beaucoup de bleuets. Et c'est plus, c'est vert. C'est d'un vert extraordinaire, quasi fluo. Ça pousse tellement vite, mais c'est exactement ce qui va arriver. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau début. Tu voulais dire, Jerry? Non, je suis en train de lire des petites chroniques de même. Mais tantôt, tu parlais de Éric Duhem, là, qui va être d'ailleurs avec nous demain. Mais tu as raison là-dessus. Il faut qu'il arrête de vouloir faire plaisir aux journalistes et chroniqueurs. Mais ils veulent le démolir, ils veulent le tuer, ils veulent sa peau. Éric, c'est dans sa nature. Non. Il aime ça aller justement sur des panels ou dans des émissions de gauchistes. Il aime ça y aller. Ben, je suis pas sûr qu'il aime ça. Il aime ça débattre. Je suis pas sûr qu'il aime ça aller sur des panels de gauchistes. Là. Mais il recule devant aucun débat, Éric. À chaque invitation, il va y aller. Oui, mais c'est le débat, puis y aller avec des gens qui sont de bonne foi, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que les médias sur Éric Duhem, sur Poilievre, sur Trump, sur ceux qui posent des questions sur les changements climatiques, ceux qui ont posé des questions sur les vaccins, que ceux qui ont posé la question sur la gestion de la COVID, qu'on a fait semblant que tout est correct, que c'est comme oublié aujourd'hui, ces gens-là, tu ne peux pas les truster, OK? Moi, pendant des années et des années, je pensais qu'il y avait du monde de récupérable là-dedans. Il n'y a rien à faire. Il faut qu'ils disparaissent. Il faut que d'autres mondes les remplacent. Il faut repartir from scratch. Parce que là, ils ont fait trop de tort. Ils se sont mis tout le monde à dos. Ils sont mauvais. Ils sont paresseux. C'est le temps de passer à autre chose. C'est pas vrai que c'est la fin. C'est un renouveau. Voilà. Hey, juste vite de même, OK? Un petit clin d'œil sur la parade de Montréal. OK? J'en ai parlé sur Prime avec les boys. Ça va durer 40 secondes. Moi, là, ma base, c'est la liberté. OK? OK? Les gens font ce qu'ils veulent. Quand c'est avec les enfants, essayer de convaincre les enfants qui ne sont pas dans le bon sexe, pour essayer de leur faire prendre des hormones, de les changer leurs cheveux, changer leur maquillage, j'ai un gros problème avec ça. Ultimement, j'ai pas grand pouvoir. On peut en parler comme ça, mais les parents, regarde, c'est les parents que je juge dans ce temps-là, mais je n'ai pas d'affaire à rentrer dans la vie même des parents, même si ça m'écoeure. Donc, il y a un bout de moi qui va vous laisser faire ce qu'il veut, puis c'est un peu la base de beaucoup de pirates, puis de beaucoup de gens qui sont dans notre gang, dans notre famille. Les gens, c'est la base. On tolère que les gens aient des valeurs différentes, que les gens aient des opinions différentes, qui s'habillent de manière différente, qui couchent avec qui ils veulent. C'est pas de mes affaires. Mais la diversité pour la vie sexuelle, de couple, etc., ça n'égale pas vulgarité. OK? La vulgarité, vous n'arriverez rien avec ça. Si ces organismes-là ont vraiment l'intention d'essayer de convaincre les gens qui ont des valeurs différentes, qui ont un problème avec des gens qui sont ensemble et qui sont du même sexe ou qui décident de faire un changement de sexe, si votre but, c'est de vraiment que les gens acceptent tout le monde et que vous voulez convaincre, je ne sais pas combien il en reste, il en reste-tu 25 il en reste-tu 40 il en reste-tu 10 j'ai aucune idée. Mais la vulgarité, que ce soit dans un groupe ou un autre, vous ne gagnez pas avec ça. Vous ne gagnez pas avec ça. C'est comme vulgaire, c'est vulgaire. Il n'y a pas rien d'autre à dire que ça. Vulgaire, tu ne gagnes rien avec ça. Je pense que les gens là-dedans, il y a assez de monde coloré, il y a assez de gens intéressants, il y a assez de gens de party, puis mettre une fête familiale, c'est possible que ça en soit une, mais vous n'êtes pas obligé de vous promener en bedaine avec un kit de strap de cuir puis une muselière d'en face. Jappé dans le parent. Puis après ça, d'être dans un char allégorique, puis tout le long du char, c'est que vous promenez en vous montrant.
la vie, c'est pas l'anus. Là. Tu sais, je veux dire, l'anus, ça peut servir à un moment donné, dans une journée, un petit 15 minutes. Mais je veux dire, ça peut pas être juste ça. C'est un beau slogan, je trouve. La vie, c'est pas l'anus. Ben, la vie, c'est pas juste l'anus. Là. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent atteindre avec ça. Je comprends pas. Moi, si j'étais dans les organisateurs, puis rendus où ils sont rendus depuis tout le chemin parcouru dans les 25 dernières années, le peu qui reste à parcourir, c'est pas par la vulgarité que vous allez gagner. Personne gagne avec la vulgarité. Je comprends pas ce bout-là. Pour le reste, ben, regarde, tout le monde s'amuse, les gens font ce qu'ils veulent. Puis, comme dirait l'autre, c'est liberté, tiens-toi. Hey, mon nom est Jeff Fillion, on va s'arrêter un peu. Yann Sénéchal est stand-by, puis en plus, on a une petite contrainte de temps, donc on va aller jaser avec Yann dans les prochaines minutes. Qui d'autre qu'on a aujourd'hui, Mr. White? On a Jerry. Ah, on a Jerry. Là. Yes! OK, bon, on est chanceux. On a Jerry avec la boîte un peu plus tard, ici même sur Radio Pirate Live. Y a-tu une poubelle aussi? Ben oui. Une poubelle? My God! Summer. Et Tiger est là. Il vient d'être vacciné. Pauvre petit Non, il père. vient d'être vacciné. Plusieurs vaccins. Ça a coûté 300$. Donc, Tiger n'est pas anti-vaccin. Tiger n'est pas anti-vaccin, mais là, il file ordinaire. On revient dans un instant sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, qui est débordé d'ouvrages, par exemple. Mais je le dis pareil, il semble que c'est son étiquette, notre ami Yann. Yann, t'es salué. Bon week-end, mon ami? Yes. Ben, ça gosse, la pluie, là. Comment c'est tanné, là? C'est bol qu'on est tanné. Non. Mais c'est les changements climatiques. Ouais. Ben oui, une chose le dit en arrivant au Paul? Paul Arcan a dit ouais, il y a eu pas mal depuis cet été, c'est pas mal les changements climatiques, c'est pas pour le mieux. Puis en passant, il arrive d'Europe. Il dit que les restaurants, il dit la vie coûte très cher. Hey, ça, c'est spécial. Oui. Ils viennent de. Ben d'abord, ils sont tous allés en Europe, toute la gang. Oui. OK? Vivre et laisser vivre. Mais c'est juste. Tu sais, le gars parle des changements climatiques. Puis là, il a dit hey, je suis allé en Europe cet été. La vie coûte pas mal moins cher en Europe que ça coûte au Québec. Comment ça coûte cher de même à Montréal? Mais qu'est-ce qui est arrivé, là? Ils viennent de réaliser ça. C'est nouveau, là. Là, autant les médias traditionnels, ils viennent de réaliser que la vie au Québec coûte cher là. Mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Hey, puis l'empreinte carbone de voyage en Europe, c'est quand même impressionnant. Là. Ben oui, là, mais d'après moi, eux autres, ça compte pas. Je sais pas, il y a une affaire que je pogne pas. Ben, c'est ce que j'ai compris dans la chronique de Loïc Tassé un matin, que ça compte pas pour eux. Oui. Parce que il fait une chronique sur le surtourisme à Paris. Oui. Mais il est à Paris. Ah, voilà! C'est ça. OK, il fait sa chronique de Paris. Ça c'est spécial, pareil. Hein? Ouais, mais c'est la patente. Comment s'appelle la fille qui n'avait pas sa ceinture de sécurité qui a fait 3-4 tonneaux sur la 20, là? Oui. La fille de l'autre, là, la fille du gars. Là. Oui. Penelope McQuaid. Penelope, oui. Penelope McQuaid, tu l'avais résumé, elle. Elle était aux portes du Sahara au Maroc. Exact. Aux portes du Sahara au Maroc. Elle a le droit d'y aller. Puis elle dit, hey... Elle dit, quand je suis arrivé là, il y avait des touristes, puis il y avait des tanks, puis il y avait des touristes. Non, elle a dit qu'il y avait des Québécois puis du monde de Longueuil. Oui, ça l'énervait. Oui. Moi, j'ai appelé ça le théorème de la Tesla. Ouais. Te rappelles-tu des articles du temps que la Tesla était seulement un modèle S? Bref, tu n'étais pas capable d'avoir ce char-là en bas de 150 000 par année. Puis là, ils travaillaient sur le modèle 3, qui allait être le modèle qui démocratisait la Tesla, donc le modèle d'entrée de gamme. On nous disait 40-45 000, évidemment, c'est tous 70-80, là. Mais on avait plein d'articles de marketing qui nous disaient comment c'était une grosse gaffe de Tesla de faire ça. Parce que les gens qui conduisaient une Tesla ne conduisaient pas un véhicule automobile, ils conduisaient une Tesla. Oui, exact. Le but, c'était de montrer aux autres que tu étais dans une classe sociale supérieure. Ben oui. Ben oui. Et la démocratisation de la Tesla a fait en sorte que c'est plus hot avoir sa Tesla. Ben oui, un peu comme quand il est arrivé. Tu sais, Mercedes, il y a de nombreuses années, Mercedes, c'était pour le boss. BMW, c'était pour le boss. Oui. Donc, quand Mercedes et BMW, volontairement, dans leur offre,
ont commencé à offrir des modèles beaucoup plus grand public. Je ne vous dis pas que c'est des chars à 10 000, c'est pas ce que je dis. Mais là, à un moment donné, la secrétaire exécutive du bureau arrive avec une BMW. Ben là, le boss, lui, il dit « Tabarnache, je ne suis plus dans la gang, là. Ça me prend un char qui vaut plus cher que ça. » Parce que c'est des statements importants pour eux autres. C'est comme se tirer un rang. Puis la Tesla, c'était ce symbole-là. Là. Et là, c'est devenu, avec la 3, là, c'est devenu que. C'est ça, il se vend, c'est probablement la voiture la plus vendue, tout modèle confondu, quand on les mélange avec les autres. Donc là, maintenant, monsieur, tout le monde en a une. Puis là, monsieur, tout le monde, il voyage. Tu sais, il y a été une époque où est-ce que les journalistes, qui sont une classe haute de la noblesse québécoise, étaient considérés comme l'élite, étaient aussi considérés comme les seuls pouvant voyager. Fait qu'eux autres, dans le fond, le 30-40 ans, voyageaient sur le bras de l'entreprise. C'est ça. Racontaient leur voyage dans les pages de leur journal. Ben oui. Puis les Québécois étaient pendus au bout de leurs lèvres pour savoir comment on vit à Paris. Écoute, oui, les grands impressionnés, là. C'est impressionnant. Les grands explorateurs qu'on a vécus dans les petits cinémas, tout ça, là, les gens allaient regarder les voyages que d'autres avaient faits. Puis, c'était de permettre au petit peuple de s'imaginer comment c'était voyager. Là, il y a un problème, par exemple, c'est que le petit peuple, il voyage. Il voyage, voilà. Ça s'énerve. Ça fait chier. D'ailleurs, regarde, là. Ça coûte moins cher aller en Croatie qu'en Gaspésie. Je reviens sur les deux sujets. Tantôt, je vais revenir sur les médias pour finir avec toi, mais pendant que tu parles de ça, c'est que... tu sais, veux pas, on le sait, là, c'est ça le but. Là. Le but, c'est de changer nos habitudes. Puis, ils veulent qu'on change la manière de vivre, notre manière d'être. Ils nous le diront pas clairement. Là, ce qu'ils vont faire pour moins qu'on ait de char ou qu'on roule moins, c'est que le litre d'essence va être à 3 piastres tantôt. S'ils veulent moins de voitures, même la voiture électrique va coûter cher à remplir. Ils vont s'organiser pour diminuer le nombre de personnes qui voyagent, parce que les voyages en Europe, maintenant, les billets, Jerry, tu me l'as dit, cet été, il n'y a rien en bas de 2000 piastres. Donc, par voyage, aller-retour, ça veut dire que vous êtes deux, ça coûte 4000 juste en voyage. Ça a monté beaucoup. Donc, on va arriver aux fins qu'on veut. Donc, le fameux reset du mode de vie où ce que tout le monde, à peu près, même la classe moyenne est capable d'avoir, je ne vois pas les avantages des riches, mais en tout cas, pour une classe moyenne, elle vit quand même assez bien, puis elle peut avoir une maison, 2 voitures, faire un voyage, elle peut avoir un VR. Ça les énerve énormément. Je pense qu'au début, on a vu ça comme une opportunité économique, mais par après, avec le temps, ça les énerve. Donc, la fameuse phrase là, qui semble déranger la gauche, et je vous dirais même les journalistes activistes, où on dit que Pierre Poilievre, c'est un complotiste parce qu'il refuse d'adhérer à ce mouvement-là qui part de rassemblements, entre autres à Davos, pour la patente économique à Davos, là, avec des gens qui mêler le des disent. affaires. Là. Mais c'est parce qu'ils le disent ouvertement. Là. Je veux dire, il n'y a pas de... On est capable de trouver toutes les vidéos en 5 minutes où un paquet de panélistes, c'est arrivé là encore cet hiver, où ils nous disent on veut plus que vous possédiez rien, vous allez être bien dans un appartement, les voitures, c'est mais tout ça qu'on va au-delà veut. de ça, c'est que les journalistes mêlent plusieurs choses. Est-ce qu'il existe une convention annuelle d'élite mondiale, autant politique que des entreprises qui se rencontrent depuis des décennies à Davos, qui est le World Economic Forum? La réponse est oui. Est-ce que cette élite politique-là et cette élite entrepreneuriale-là souhaitent influencer le discours public partout sur la planète? La réponse est oui. Ah oui. La théorie du complot, elle commence pas là. La théorie du complot, elle commence au moment où est-ce que tu dis que ces élites-là contrôlent les politiciens et sont les marionnettistes. Ça, c'est la théorie du complot. Oui. Mais de dire qu'il y a une convention annuelle, que cette convention-là annuelle recherche à avoir une influence et que nos politiciens n'ont pas d'affaires là, je veux dire, c'est pas participer à une théorie du complot, ça, là. C'est de faire un choix, de dire, écoute, moi, je ne vois pas l'intérêt pour mes ministres d'aller là, éventuellement. S'il y avait un genre de Davos au Texas, où ce que des gens d'affaires
Trump est là, Musk est là, les politiciens qui y vont, t'as le... Est-ce que Peterson veut organiser, par exemple? OK, je savais pas. Jordan Peterson a l'intention, je ne sais pas où est-ce que c'est rendu son projet, mais de faire un anti-Davos de son côté. Bon, mais vois-tu, mettons qu'il le fait, et il réussit à avoir tous ceux... Bon, là, Zuki, même Zuki est devenu un ennemi, imagine-toi. C'est Zuki, il n'est pas plus à gauche que Zuki. Ils se mangent entre eux autres, des fois, eux autres. Donc, mettons, tous ces gens-là, les détestés là, par cette gang-là. Puis là, tu as des entrepreneurs, puis des gens qu'on connaît leur affaire. Ah, lui, il doit avoir un lien, il a déjà donné de l'argent à Trump. Le gars d'In-N-Out Burger, il est là. Les gens de Chick-fil-A qui n'aiment pas les homosexuels sont là aussi. Puis là, ben, mettons que Trudeau dit, ben moi, j'enverrai personne à ce anti-Davos-là qui se passe à Dallas, Texas. C'est une patente du complot? Ben non, c'est la même nouvelle. C'est la même nouvelle. L'affaire, c'est que les médias anglais, puis et ça, c'est assez fréquent, Jeff, c'est que tu vois toutes les nouvelles de tous les médias qui ont à peu près le même titre. Sauf que le titre en anglais n'est pas pareil que le titre en français. Le titre en anglais, c'est Pierre Poilievre utilise le langage conspirationniste ou flirte avec le langage conspirationniste. Oh. Alors qu'en français, c'est carrément flirte avec le complotisme. Oui. Les deux mains sont dedans. Tu vois que les anglophones font quand même attention à ce qu'ils disent de ce côté-là. Parce que tu ne peux pas traiter Pierre Poilievre de complotiste. Tu ne peux pas non plus traiter 40% des voteurs canadiens de complotistes. La seule place où tu es capable de faire ça, c'est au Québec, parce que nous autres, on a le Bloc québécois, puis qu'on ne veut pas participer à la politique fédérale volontairement de notre côté. Fait que de dépeindre Pierre Poilievre comme un méchant conspirationniste, ça peut fonctionner au Québec. Mais la réalité, est-ce que Pierre Poilievre fait du clientélisme en disant qu'il ne veut pas envoyer ses ministres à Davos? La réponse est oui. Définitivement, comme tous les politiciens font un clientélisme de leur côté. Est-ce qu'il y a des électeurs du Parti conservateur qui croient à la théorie du complot du World Economic Forum? La réponse est oui, définitivement. Est-ce que c'est 40% des électeurs canadiens qui vont voter pour Pierre Poilievre qui croient ça? La réponse, c'est non. À un moment donné, là, arrêtez de dépeindre tous les conservateurs canadiens comme étant des timbrés. Moi, je suis plus capable de ça. C'est pas la réalité. Mais moi, pour moi, je faisais partie de ceux qui doutaient de ce World... Je savais que c'était très à gauche, là. Mais je savais pas qu'on trouvait des vidéos dans les 2 dernières éditions où on y allait clairement avec leurs intentions vers un nouveau chemin qui me fait peur. Moi, je pensais que c'était de l'interprétation de phrases qu'ils avaient faites. Mais là, je veux dire, à moins que... Ça a changé beaucoup, ce forum-là. Ça a déjà été un forum où est-ce que la base de tout ça était très capitaliste. Là. Oui, mais c'est ça. Tandis que là, tu sais, les grands... Comment s'appelle l'Allemand qui est là? Klaus Schwab. Oui, tu sais, lui ses intérêts, il y a sa fille aussi, je pense, qui est là-dedans. Ses intérêts sont assez clairs. Puis je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de les avoir, puis... Mais tu sais, dites-moi pas que ça n'existe pas, là. Tu sais, je veux dire, lui, il a le droit d'avoir la vision du monde qu'il veut. Et puis moi, j'ai le droit d'adhérer ou j'ai le droit de dire, ben, c'est complètement flayé, es-tu malade, lui? Tu sais, j'ai le droit de... C'est ça. Mais... que de me dire que, parce que moi, j'interprète son affaire et je dis, Chris, es-tu fou, lui? Mais là, je deviens complotiste. C'est quoi? Ça n'a pas lieu d'être. Ben, ça n'a pas lieu d'être. Et c'est pour ça que quand je vois un journal comme le journal Métro, puis que d'autres vont suivre, ben moi, contrairement à Éric Duhem, parce que Éric Duhem a dit... Ce serait irresponsable de se réjouir de voir des adversaires idéologiques comme par exemple Judith Lucier ou Ève Bérard perdre leur tribune en s'en tenant aux propos du PDG de Métro Média qui a affirmé que la distribution restreinte de Publisac par Valérie Plante a précipité la fermeture de l'entreprise. Éric Duhem est d'avis qu'une presse libre et en santé est une presse où il y a le moins d'interférences possible du politique. Moi, en ouverture, tantôt, je l'ai dit clairement. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il doit y avoir... Ils sont rendus trop loin dans leur affaire. Ils sont rendus trop dans l'extrême. Moi, je pense que ces gens-là doivent mourir et laisser leur place. Tu parles souvent de ça dans le cycle d'une entreprise. Puis là, il faut arrêter de penser que, contrairement, mettons, à Woolco, un média
ne peut pas mourir. Ben oui, un média peut écoute, mourir. Là, on nous présente le journal Métro comme étant un chien de garde de la démocratie. Ben voyons Calvaire, donc, on va arrêter. voyons donc. Ça n'a jamais existé, ça. Là. C'était le journal saucé Métro. à mort comme petit média. Là. C'était très, très saucé. Mais leur impact était zéro ben bord. Là. Mais la seule fois que ça a vraiment pogné le journal Métro, c'était avant qu'on ait des cellulaires. Tu rentrais dans le métro de Montréal, on te donnait ce petit journal-là, puis c'était à peu près la seule chose que tu pouvais faire pour les 15 prochaines minutes. C'est ça. Puis, pour l'avoir lu pendant 4 mois de temps, les nouvelles étaient très, très, très objectives. En fait, produire l'équivalent du journal Métro de 2005, si on veut, demain matin, ça se fait en 20 minutes avec ChatGPT. Oui. Les nouvelles étaient super objectives. Mais là, c'était plus ça. Là, c'était plus ça. Là. C'était devenu un journal de propagande de climat et de gauche extrême. Là. Mais très, c'est ça, très woke. Là. Le seul moment où est-ce que le journal Métro probablement avait un succès commercial, dans le sens qu'il était capable de vendre des annonces puis d'être rentable puis de payer ses journalistes, c'est avant qu'on ait des cellulaires dans le métro. C'est pas plus compliqué que ça. Mais là, quand ça s'est arrivé, il a fallu qu'ils se battent autrement, puis ils ont choisi l'activisme politique. Puis pour avoir de l'argent, ils ont choisi d'aller chercher des subventions puis des choses comme ça. Le bout des Publisac, là, c'était une grosse crosse, cette affaire-là, dans le sens que tout le monde le sait que les journaux qui sont dans un Publisac, personne ne les lit. C'est juste que ça a pris du temps aux annonceurs pour s'en rendre compte que ces publicités-là n'étaient pas efficaces. Exact. Ils ont été capables de vivre Parce sur cette que méga crosse-là pendant pour être lu, il faut que tu sois bon. Il faut que tu t'occupes des gens. Ils ont couché avec le diable, là, OK? Tous les médias ont couché avec le diable et ils se sont détachés des gens. Tu sais, le plus bel exemple de ça, là, on va dire, si tu vois TVA mourir, TVA meurt parce que TVA est encore en vie pour une chose. Il est encore en vie par les téléphones, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui les tue, mais en même temps, c'est ça qui les fait vivre d'une certaine manière. Donc, Québécois est en santé financière à cause des téléphones, mais TVA Group, qui est une compagnie distincte en bourse... C'est officiel, c'est quasiment en faillite. Ça vaut 76 millions. Ça vaut 76 millions, puis ils perdent à peu près 25 à 30 millions par trimestre. Fait que dans 2 ans, ça vaut plus rien. Donc, si eux, qui dominent l'agenda, sont dans le trouble financièrement, imaginez-vous comment les autres sont. Imaginez-vous la gang du Soleil, imaginez-vous la presse, imaginez-vous le Devoir. Peut-être le Devoir est le moins pire de la gang. Imaginez-vous justement le journal Métro, puis tous les autres, ils vont tous mourir. Mais, tu sais, ça a été commencé avant, mais le baiser mortel, c'est vraiment les subventions de la COVID et le fait de pas... Je ne vous dis pas que pendant la COVID, il n'aurait pas pu avoir dans le même journal une page qui nous annonce que le gouvernement veut, puis même une page où tu as des commentaires d'éditorialistes qui défendent ce que le gouvernement... Mais ce qui manquait, c'était la page d'à côté. La page des 40-50% de gens qui buvaient rien de ce que le gouvernement dit, qui ne les croyaient pas, qui ne se sentaient pas concernés, qui voyaient que ces gens-là prenaient une mauvaise décision. Ces gens-là ont été complètement écrasés par ces médias-là. Mais ça donne que c'était des gens qui écoutaient la TV. C'était des gens qui lisaient les journaux. C'est des gens qui allaient sur leur site Internet prendre leur information. Ils les ont crissés dehors. Et puis là, maintenant, ils se demandent pourquoi ils sont dans le trouble et ils mettent ça sur le dos de Facebook c'est une stratégie Jeff, pour avoir de l'argent. Là. On TVA s'entend? vaut 76 millions. Oui. TVA comprend TVA Sport. TVA Sport n'est absolument pas rentable. Non. C'est une dompe à fin. La Poche Bleue, qui est un podcast qui ressemble à ce que je fais, à ce que tu fais, ça serait vendu entre 2 et 8 millions. Oui. Comment est-ce que la Poche Bleue fait pour valoir cet argent-là? Puis TVA Sport, c'est une dompe à cash. Oui. C'est parce qu'ils sont gérés sur un ancien modèle économique qui fonctionne plus. Voilà, c'est là, pour on parle ça de sport, là. C'est même pas de la gauche et de la droite. Là. Non. Puis c'est pour ça que je te dis que Éric, je comprends Éric, là. Éric a toujours eu cette relation-là avec les médias où il veut jouer, il veut pas jouer la game à Poilievre, il veut pas jouer la game à Trump. C'est comme Jerry dit, c'est pas dans Éric. Je vais y en parler, mais que je le vois cette semaine. Mais, tu sais, je veux dire, il gagne rien à souhaiter que ces joueurs-là demeurent. Il faut qu'il y ait une forêt qui est malade doit brûler. OK? Une forêt malade vieille doit brûler. Si tu veux avoir des nouveaux arbres, si tu veux avoir des nouveaux arbustes qui partent, si tu veux avoir une nouvelle tourbe qui commence, etc., tu dois, à un moment donné, la nature va s'arranger pour que ça brûle. Éric devrait juste dire réellement ce qu'il pense, dans le sens que il dit dans son affirmation, ils doivent être exempts d'influence gouvernementale. Donc, les récits subventions. Tout le monde sait que leur modèle d'affaires sans subvention ne marche pas. Oui, je sais. Tu sais, je veux dire,
Il dit sans le dire. Il devrait juste le dire. Mais la réalité, c'est que présentement, faire du média, c'est pas vrai que c'est impossible. On nous présente la fatalité médiatique puis les subventions gouvernementales comme étant une fatalité, mais la réalité, c'est qu'il y a un appétit pour les gens pour consommer du média encore. Les gens ne se sont pas désintéressés des nouvelles. Ils ont toujours besoin de nouvelles. Quand il y a un vide qui arrive, quelque chose va le remplir. Moi, je lis, déjà. Je lis que tout le monde va mal, OK? Puis je n'entends par l'histoire de radio, j'entends... Mais tout le monde va mal parce qu'on ignore une grande partie des médias. On ignore tout ce qui se fait dans le podcasting puis sur le web. Il y a des sites Internet présents. Puis je vais prendre le milieu du sport parce que c'est le meilleur milieu. Parce qu'il n'y a pas de gauche puis de droite dans le milieu du sport. Mais dans le milieu du sport, présentement, il y en a des médias rentables. Dans lescoulisses.com, c'est rentable. Dans la poche bleue, c'est rentable. Ben, TVA Sport, c'est pas rentable. Mais regarde, moi, je lis plein d'affaires parce que toi, on a deux modèles. On a le modèle pour les membres avec le Prime, mais on a un modèle public avec la publicité. Puis tu connais, c'est ma blonde qui s'en occupe, puis tu achètes de la pub chez nous. Ben, ma blonde, je sais que ma blonde, c'est une machine. Mais malgré tous les changements économiques depuis 1 an, on rentre dans l'année avec 85 % de la publicité vendue de ce qu'on a vendu l'année passée en 1 an. Il nous reste c'est fantastique. 11 mois et 2 semaines pour récupérer le 15 %. Donc, je peux t'annoncer tout de suite qu'on va battre les chiffres de l'an passé. Ben oui. Donc, dans un contexte très difficile, il doit avoir... On peut se mettre les deux pieds sur le pouf, Marc-Claude, cette année. Mais on peut... Donc, non, mais elle est excellente, c'est une machine. On a des clients extraordinaires. Mais c'est parce qu'on s'occupe de notre média. Et je pense qu'on parle au monde, comme tu le fais dans ton podcast. Ah oui. On fait quelque chose qui n'existe pas, tandis que les médias traditionnels... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un vidéo de Bill O'Reilly avec Cuomo, l'ancien de CNN. Et O'Reilly fait une analyse des médias qui sont en train de crever. Et le mot qui revient régulièrement, puis il a tellement raison, le mot qui revient régulièrement, puis les gens qui étaient dedans, puis qui ont quitté, puis qui le voient, comment ça se passe, c'est un milieu de paresseux. OK? Ben oui. C'est un milieu de paresseux qui n'a pas fait sa job, puis qui est mené par une gang de non-visionnaires, beaucoup de boss très mauvais dans l'industrie des médias, qui, au lieu de justement trouver ce qui s'en vient d'être visionnaire, de comprendre la nouvelle game, c'est des gens qui s'accrochaient au passé et qui pensaient que qu'est-ce qu'ils faisaient il y a 5 ans allait marcher encore dans 5. Une gang de paresseux. Pas compliqué. Puis les boycotts, à un moment donné, aussi, regarde un peu l'impact des boycotts. La droite se met à boycotter Budweiser récemment. Même moi, tu sais, j'ai dit, écoutez, avant de donner trop d'importance à ça, attendons, parce que le prix de l'action, au début, il ne bougeait pas beaucoup chez Budweiser. Ça a pris une couple de semaines. Après une couple de semaines, ça s'est mis à bouger pour de vrai. Puis le stock a perdu de l'argent en bourse, là. Puis les ventes, ça a fini par paraître aussi, puis tout ça. Fait qu'un boycott de la droite, là, ça a eu un impact réel. Oui. Récemment, la gauche a essayé de boycotter. Regarde, l'action de souvenirs. Aux alentours de 64-65$, on est à 53-54$. Donc, ils ont mangé une claque. Mais c'est vraiment arrivé aussi par les chiffres de vente puis le fait que Budweiser, la Bud Light, est passée de premier à genre 4e. Donc, il y a eu des effets concrets, là. La gauche a essayé d'un boycott récemment sur un chanteur country. Oui. Ils ont fait le plus grand succès de Jason Aldean avec Try That in a Small Town, qui est devenu sa première tune, qui a fait un top 3 au Billboard dans le pop music. Pas dans le country, dans le pop music. Ils ont fait une méga star, puis c'est une Christie de bonne tune. Puis Jason Aldean, dans cette tune-là, est extraordinaire. Mais c'est ça, ils ont poussé la tune. La tune est devenue un méga hit. Fait que tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, le prise déformant médiatique, où est-ce que tout est allé d'un côté, puis on a ignoré, tu sais, je veux dire, prends au Québec, là. Je me suis amusé cet été à chercher toutes sortes de classements de podcasters. Genre, puis tu sais, tu sais un peu comment ça marche, là, les statistiques dans le podcasting, c'est un peu de la merde. Oui. Fait que, tu sais, tu veux faire des listes. Fait que là, il y a toutes sortes de gens qui ont fait des listes, les meilleurs podcasts québécois, ainsi de suite. Évidemment, ton podcast puis mon podcast n'est jamais nommé là-dedans, là. On ne fait partie d'aucune liste, là, tu sais. Mais Christy, les podcasts qui sont sur ces listes-là, des fois, ne sont pas écoutés, là. Les médias traditionnels font comme si on n'existait pas. Tant mieux.
Mais tu sais, ça fait un vacuum incroyable. Mais il nous laisse le champ libre. Il nous laisse carrément le champ libre. Et c'est ça qui fait... Tu sais, quelqu'un qui lit là-dessus, il sait c'est lequel les podcasts qu'il lève. Et ils savent, Mike Ward, toi, Filion, etc. Ben oui, toutes ces affaires-là, ils savent tout ça. Mais ils font semblant que ça n'existe pas. Comme si, mettons, ils nous parlent de bons burgers à manger dans un restaurant. C'est sûr que tous les burgers populaires du monde normal ne seront pas dedans. Ça va être toujours des places très petites où le burger coûte très cher que peu de monde connaisse. Ben oui, ils veulent toujours se tirer un rang. C'est toujours la même gamique. Mais récemment, comment ça se fait qu'il n'y a plus personne qui me lit? Ben oui, parce que les gens ne se reconnaissent plus. Même quand tu leur donnes une liste des 10 places, des 10 joints pour trouver un bon burger, tu n'es même pas capable d'aller proche du monde. Tu t'en vas dans une liste de restaurants inconnus. Puis le monde dit hey Chris, à qui tu parles, toi? Ben c'est le même. C'est pour ça que moi, regarde, je veux dire, je suis un entrepreneur dans l'âme. Tu en es un encore plus que moi, Yann. Puis moi, je ne me réjouis pas de voir des entreprises fermées. Sauf qu'il y en a qui méritent de fermer. Mais c'est pas vrai que les médias se portent mal. Ils se portent mal si et seulement si vous excluez ce qui va bien. c'est ça. Exactement. Ben oui. Il y en a. Au lieu de... Garde, je vais me lancer une fleur. Moi, là, ça fait 17 ans qu'on est là. Tu t'adonnes à connaître un peu plus les résultats. On n'est pas à bourse, donc c'est pas public, mais tu t'adonnes à connaître un peu plus parce qu'on fait des affaires ensemble. Tu sais un peu que moi, ça va très bien depuis 17 ans. Ben oui. Moi, si je suis aux États, je suis une référence. Ici, je suis un trou de cul. Un gars qui fait de la radio dans son sous-sol. Un gars qui parle à personne. Un gars qui... Ailleurs, c'est un succès. Tout le monde donne ça en exemple. Mais pendant ce temps-là, puis moi, ça ne m'a jamais vexé vraiment parce que je me disais, ouais, on verra à la fin si c'est le gars du sous-sol puis le gars pas écouté qui va mourir. C'est pour ça que je me réjouis de rien. Tu sais, je me suis pas en train de... Quand je vois quelqu'un, je me réjouis pas. Mais c'est nécessaire. Et ils ont couru après. Ils sont en train de crever, pas par la faute des autres, pas par Facebook, pas par ci, pas par... Ils crèvent par leur faute. Donc, carrément. Puis tu sais, le seul volet qui est apolitique un peu, c'est Mike Ward dans le podcasting. Puis lui, c'est pas gênant de se coller à Mike Ward, mais regarde les imitations de Mike Ward qu'il y a sur le système de podcast au Québec, c'est l'enfer. Les wannabe Mike Ward, ça fait la file. Ah oui? Ça fait la file. Tu sais, t'as une liste interminable de gens qui veulent faire comme lui, tu sais. Fait que c'est ce que je trouve juste fascinant, c'est dans le domaine de l'actualité puis de la politique, il n'y a presque rien. C'est vraiment le désert. Quand tu regardes vraiment les podcasts qui existent, c'est le désert, alors que tu as clairement prouvé au fil du temps qu'il y a une pièce à faire avec ça. Mais personne ne se lance pour venir compétitionner parce qu'ils ont peur de ce que les médias traditionnels vont dire d'eux. Comment tu trouves ça, toi, que Acide Blais j'adore Acide Blais. A 10 fois plus de vues que quelqu'un qui fait une patente traditionnelle à TVA ou sur un poste sur le câble, là, genre de patente spécialisée. Ces gens-là font des... Hey, il y a un scénariste, il y a 2 caméramans, il y a quelqu'un qui s'occupe du maquillage, quelqu'un d'autre qui s'occupe des cheveux. Ensuite, il y a quelqu'un au marketing. Mais non. Acide Blais, il fait une affaire dans son char, il fait des dating sur une vidéo de 2 minutes. Il parle vrai, Acide. Là. Ben oui. C'est ça l'histoire. Mais Roxane la banane. Ben, Roxane la banane, pareil. Mais moi, j'ai compris tout de suite, quand je les ai vus la première fois, c'était quoi le succès. Mais pour quelqu'un dans les médias traditionnels qui est en train de crever, il regarde ça, puis après 30 secondes, je la marde, ça. Il ferme la patente, ça ne l'intéresse pas. Il ne voit pas qu'est-ce qui pogne là-dedans. Il ne voit pas le potentiel. Mais il ne voit pas pourquoi. Pourquoi ces gens, ce monde-là, très simple, super de bons communicateurs qui ont compris la patente, mais comment ça se fait qu'ils viennent toucher quelque chose chez le monde? Ben, le gars, il ne sait pas. Lui, il retourne dans son univers où il va faire une émission pareille qui va coûter 100 000 fois plus cher que ben, en fait, l'autre, ça ne coûte rien. Là. Mais ils ne comprennent pas l'affaire. Donc... Ils ne comprennent pas, Jeff. Goodbye! Ils ne comprennent pas parce qu'ils sont prétentieux puis ils ont toujours été au-dessus de tout. Si je fais un parallèle, il est peut-être boiteux un peu, mais le câble puis tout le streaming. À un moment donné, le câble, là, ça coûtait une fortune. Puis quand tu voulais avoir un package spécial, il faut que tu écoutes ton monde. Le monde dit, ben moi, j'écoute ça.
Là, non, c'est ça que tu vas écouter. On va te mettre ça dans un package. On va te tripoter quelque chose. Au moment où est-ce que tu peux te libérer de tes chaînes, le monde, il coupe le câble. Parce que, comme moi, j'ai fait il y a plusieurs années. T'sais, à un moment donné, il faut que tu écoutes ta clientèle. Mais ça, c'est drôle. Parce qu'une des raisons pourquoi on a voulu fermer Choix à l'époque, tout le monde pense que c'est telle affaire qui a été dit. Non. Quand vous regardez la vraie histoire, c'est moi qui est parti en guerre contre Bell dans l'histoire du piratage. Quand vous regardez les dossiers du CRTC, ce qui a fait mal. Au CRTC, là, les gens qui ont du pouvoir, c'est assez simple à comprendre. C'est tous des anciens gars de chez Bell. Oui. Quand j'ai touché à la patente de Bell, puis j'avais dit que s'il y avait du piratage, dans ce temps-là, les gens pirataient l'équipement de Bell. Oui. J'avais dit qu'ils le méritaient parce qu'ils volaient le monde avec les 25 premiers postes que personne ne voulait à 25$. Il y avait de l'abus. Puis par après, c'était des packages à plus fini. Ils ont corrigé un peu à la carte plus tard. Mais c'est là que ça a commencé. Et un peu comme on l'a fait sur plusieurs dossiers, on a été un peu à l'avance. On a dit, c'est sûr que vous allez mourir. Soit que vous allez vous faire pirater à tour de bras ou un jour, votre Waterloo va arriver parce que vous abusez du monde. Un peu comme il y avait abusé dans le téléphone dans le temps avec les longues distances, toute la patente. Oui, exactement. C'est ça qui est arrivé. Et là, ça a pris quoi? Une dizaine d'années, puis bang! Ils se sont fait manger à une rapidité incroyable. Même les plus gros de ce monde, les ESPN, ont de la misère à arriver. Ils doivent se marier avec des compagnies de paris sportifs pour survivre puis trouver des nouvelles solutions, etc. Donc, oui. Mais tu sais, ton modèle d'affaires tenait au Publisac, là. Oui. C'est personne qui lit ça, le Publisac. Ben, c'est comme si ton modèle d'affaires dépend de Facebook. Tu as une décision d'un changement d'algorithme sur Facebook que ta business soit à terre. Ben, c'est ça. T'sais, sois juste bon, puis tu vas survivre. Puis peu importe sur quelle tribune tu vas être, puis comment tu vas être distribué, si t'es bon, le monde va vouloir te... Le monde va te chercher et ils vont te trouver parce qu'ils te veulent. Si Acid Blais est capable de vivre de ça, là. Voilà. C'est Acid. Power. Quand est-ce qu'on va l'avoir, Acid? Il va-tu venir à un moment donné? Bientôt. Il dit qu'il est gêné. C'est pas vrai, ça. Ouais. Les gens de TikTok live sont tous un peu gênés. Hey, thank you, Yann, c'est le fun. Yes. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, podcast de Yann et Frank, disponible chaque jour sur les différentes plateformes de podcast. On a Jeff Fillion, la boîte à Jerry. Après, Jerry, t'es prêt? Je suis prêt. Yes, sir. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Trespassers will be hanged. La boîte à Jerry. La boîte à Jerry. C'est drôle parce qu'on l'a parlé ce matin avec Martin Saint-Hilaire, le pirate de Vanuatu. Et un jour, il faut aller à Vanuatu, c'est sûr. Puis Martin a lu le livre Outlive. Le livre que... Gilles Parent nous a parlé une couple de fois. Oui, exactement ça. Prolonger la vie. Hey, je vous l'ai dit un matin, hein, c'est mon premier été. J'allais dire que je n'ai pas arrêté, là, vous avez peut-être raison. Mais c'est mon premier été que je n'ai pas lu de livre. Habituellement, dans mes vacances d'été, je lis... Moi, ce que j'aime faire, c'est ouvrir 2-3 livres sur 2-3 sujets différents. Tu sais, je ne suis pas type roman, là, rien de ça. Donc, c'est des affaires un peu plus concrètes. Et j'en ai pas lu. Puis quand j'ai fini mes vacances, j'ai dit, j'ai pas lu de livre et ça me manque. Donc, est-ce que tu me dis que ce livre... L'as-tu lu, le livre? Non, j'ai pas lu le livre. OK. Non, mais ça m'intéresse quand même, ça m'intéresse. Puis on s'entend dessus que c'est vendu des millions de livres. Mais ce qui arrive, c'est que qu'est-ce que les gens recherchent en réalité? Les gens recherchent, on veut bien vivre, on veut vivre longtemps, c'est ça, là, à un moment donné, moi, avec le système de santé du Québec, je veux vivre, mais je veux surtout pas être malade. Je veux pas aller dans cet enfer-là. Tu vas pas te mettre en jaquette, là. Non. En jaquette d'hôpital, puis... non. Non, ça, c'est sûr que c'est... Non, c'est terrible. Puis, pour être en santé, oui, tu as la bouffe. Hein? La bouffe, c'est très, très important. Il y a un côté aussi... Dans ce livre-là, je crois aussi, il y a un côté un peu... il y a un côté psychologique aussi, là. Tu veux dire que c'est un tout, hein? Être en santé, comme une espèce de processus, là. Et aussi la forme physique. S'entraîner, bien s'entraîner, puis avoir bougé un peu, telle affaire. Puis, tu sais, dans l'entraînement, je fais un lien parce que il y a quelque chose qui peut peut-être devenir gros. C'est-à-dire
gros, peut-être même très, très, très gros. Vous le savez, il y a eu une mode pendant la COVID. C'était une mode, là. La compagnie Peloton. Peloton, c'est quoi? C'est faire du vélo à la maison, du vélo stationnaire, mais avec un entraîneur. Donc, tu as un écran, tu as un vélo particulier. Et là, tu fais du vélo. Après d'aller te promener en vélo, tu en fais dans le salon chez vous. Et Peloton, c'était un succès boursier, puisque la compagnie était cotée en bourse. Elle a explosé à la bourse, puis ça s'est replacé. La compagnie, là, aujourd'hui, bûche un peu plus. La compagnie est assez endettée, merci. Mais dans Peloton, c'était excessivement cher. C'est-à-dire, c'est pas des affaires à 300$, là. C'est des affaires à 2 000, 3 000$, 4 000$, puis des kits, puis des abonnements aussi. Des abonnements, puis tout ça. Là, il y a une nouvelle patente qui commence à intéresser le Wall Street Journal n'a parlé et d'autres places n'ont parlé. Ça s'appelle, Jeff, Catalyst. Catalyst.com. Je vous l'appelle, vous irez voir ça. K-A-T-A-L-Y-S-T. Catalyst.com. C'est la nouvelle manière de se mettre en forme. Et c'est le rêve de tous. Ça, tu peux pas... Là, tu touches à quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est que tu fais 20 minutes de Catalyst, puis ça équivaut à 2 heures d'exercice. C'est le rêve. Ça, c'est le rêve de tout le monde qui est pressé, ou le monde comme moi qui, bon, on s'entend-tu, ouais, faire des exercices, c'est plate. Mais là, tu fais 20 minutes de Catalyst, ça équivaut à 2 heures d'exercice. Ça fait travailler tous les muscles, ça fait travailler la fibre musculaire. Exactement. Voilà. Le principe, c'est un kit. Un kit, un suit, un kit que tu vas mettre sur toi. Et ce kit-là, OK, il y a un kit pour le haut du corps, un kit pour le centre, un kit pour les jambes. Des genres de straps. Il faut voir la patente. Et ça met des impulsions électriques à basse fréquence combinées à tes mouvements du corps. Donc, ton entraînement de 20 minutes équivaut pour ton corps à 2 heures d'exercice. C'est révolutionnaire. Tellement révolutionnaire que vous connaissez la grande... elle était mannequin pendant des années, Cindy Crawford. Cindy Crawford, elle a mis une tonne de cash dans Catalyst. Il y a plusieurs fonds privés aussi qui ont embarqué là-dedans. Beaucoup, beaucoup de fonds privés. Là, en ce moment, ils appellent ça la série A. Ils ont ramassé beaucoup, beaucoup de cash. À date, OK, il y a 1200 unités qui sont en fonction chez des clients. Et sur la liste d'attente, parce que là, au début, ils l'ont popularisé, ils l'ont mis sur le marché, mais ils l'ont envoyé chez des clients pour le test et tout ça. Mais ça a déjà testé. C'est testé, c'est approuvé FDA. Là. FDA approuve, là, quand même. Là. Mais là, sur la liste d'attente, il y a 75 000 kits de gens qui veulent l'acheter. Le kit coûte 2400 US. Ah, ils peuvent te le faire à 66$ par mois pendant 36 mois. Mais c'est 2400$ US et tu as un membership aussi de à peu près 600$ par année où tu n'es pas obligé de le prendre, le membership, tu peux acheter juste le kit. Mais à la TV, tu as un entraîneur qui te dit comment bouger. Et là, je me répète, vous faites juste votre 20 minutes d'exercice avec le kit. C'est pas long, ça, strapper. Là. Tu te strappes. Là. Les bras, tu te strappes, la babelle. Là. Et là, tu fais ton 20 minutes, ça équivaut à 2 heures d'exercice. Vous irez voir ça. Ça, là, cette bébelle-là, si à un moment donné, ça vient, je ne sais pas où ça s'en va. Parce qu'en ce moment, c'est du monde bourré de cash qui investissent dans cette technologie-là. En ce moment, c'est ça. Là. Où est-ce que ça va aller? J'en ai aucune idée. Est-ce que ça va faire une folie comme Peloton? Je dis Peloton, mais ça peut être d'autres choses aussi. Là. Mais Catalyst, c'est peut-être quelque chose qu'on va entendre parler énormément dans le futur. Catalyst.com, c'est assez spectaculaire comme affaire. C'est quasiment... Moi, je suis toujours sceptique. Là. Moi, je suis tannant. Je sais. Oui, les affaires miraculeuses. Électromusculation, stimulation,
Puis l'affaire, c'est que tu n'as aucun impact. Donc, ça veut dire que je peux travailler en ce moment puis le mettre, puis c'est comme si je faisais du sport? Comment tu Quasiment. Tu veux te strapper en travaillant? Ouais, je vais me strapper en... Ouais. Oui, peut-être. Mais c'est sûr qu'il Si faut... je suis bien strappé, l'année prochaine, j'irai à Parade Gay. Oui, tu vas zapper. Ouais, avec un genre de masque de chien avec une laisse, peut-être. Oui, ça, c'est... Je vais me faire bouger les fesses. C'est sûr que aussi. si tu marches à quatre pattes, tu fais beaucoup d'exercices. Là. Oui, ben oui. Ben oui. Mais Catalyst, là, ça... Je sais pas où que ça va aller, Jeff. Là. Mais c'est possiblement... Hein, on va mettre au conditionnel. C'est possiblement une patente, une bébelle, une nouvelle affaire qui peut être une espèce de furie. Là. Dans le sens que ça peut être quelque chose. Je ne sais pas où que ça va aller. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir peut-être y aller en location? Exactement. J'ai aucune idée. Mais ce kit-là, présentement, ça fait parler énormément. Puis les gros investisseurs et même la très belle Cindy Crawford, elle a mis une tonne de cash là-dedans. Hey, est-ce que je peux choisir... En fait, est-ce que je peux te demander de te parler un sujet dans ta boîte? Ben oui. C'est la boîte, c'est ça. La boîte, là, la boîte, elle déborde. Il y a toutes sortes d'affaires. Ben, dis-moi donc, parle-moi de la femme à Carey Price. Ah, c'est la première fois de l'année qu'on en parle. Oui. Mais Carey Price, là, tu sais, moi, j'en voulais pas avec Carey Price. C'est pas lui qui a demandé à être le Messie. C'est les journalistes de Montréal qui ont créé quelque chose que lui n'a jamais été. Il n'a jamais été le plus grand athlète. Il n'a jamais été le plus grand joueur de hockey. Ça n'a jamais été... Non, c'est un gardien de but au-dessus de la moyenne avec des très bonnes skills, qui n'avait pas le tempérament pour être une méga star et un leader. Mais c'est un gars qui a l'air d'un Christy de bon yard. OK? Moi, Carey Price, je suis sûr que je pourrais être chum avec Carey Price. Puis j'ai aimé quand il a sorti ses guns puis sur la loi de Trudeau puis qu'il a fait sa sortie, puis ouais, donc, puis c'est pas retenu. Moi, je suis certain que Carey Price, francophone, c'est un pirate, là. Oui. Oh oui, ça, c'est sûr. Et sa femme aussi, là. Angela. Ben oui. Mais moi, je pensais qu'Angela... c'est drôle, hein? Je me disais, Carey doit l'endurer, sa gauchiste. Je me disais ça en dedans de moi. Mais je pense qu'elle est moins gauchiste qu'on pense. Elle n'est pas gauchiste du tout. Mais j'étais sûr qu'elle l'était. Donc là, elle a fait une story et elle a un chandail sur le dos de... Robert Kennedy, fils. Oh! J'ai pas vu ça. Mais quel est le lien? Qu'est-ce qui l'attire chez Robert Kennedy, fils? C'est que lui, il mettait beaucoup de doutes sur beaucoup de choses. C'est un anti-vax. C'est un méga anti-vax. Pourtant, grand démocrate. Grand démocrate. Moi, je vous le dis, là, je l'ai dit la semaine passée, je ne sais pas à qui, je ne sais pas si on était sur Prime ou sur le live, mais quand ce gars-là, il m'énerve là, quand il parle, là, parce qu'il y a comme il y a eu de quoi, là, puis c'est énervant. Il y a un problème avec sa gorge. Enlevez ça, là. Enlevez le problème de gorge. Puis, moi, là, je pense que j'ai pas d'étiquette, moi. Tu sais, quelqu'un me dit « Oh, toi, t'es républicain. » Moi, je suis pas républicain. Je suis pas... moi, je suis pas parti conservateur. Moi, j'ai pas d'étiquette. Moi, je suis quelqu'un a de l'allure, quelqu'un a de l'allure. OK? S'il y a de l'allure, peu importe dans quel bandwagon il est, je sais que c'est démocrate, là. Mais chaque fois qu'il parle d'un sujet, je pense la même chose que lui. Oui, c'est ça. Ça tombe juste que la gauche, en général, ils n'ont pas d'allure. Ça tombe demain. Ben, pour moi, les démocrates, c'est plus lui, là. C'est plus... Clinton était plus comme lui. Clinton, une fois, comme m'a dit, comme Denise Abdel-Fort, une fois que la Chambre et le Sénat est devenu républicain, c'est pas mal plus un républicain qu'un démocrate. C'est les démocrates d'aujourd'hui sont devenus des malades dans la tête. Donc, la gang de sautés ont tellement hijacké le parti démocrate que là, on le regarde toujours un peu comme si c'était Québec solidaire. Mais pour moi, le parti démocrate, c'est plus ce gars-là. Là. Puis, excusez-moi, j'aime bien ce qu'il dit. Sur les vaccins, j'ai pas tout... J'ai écouté les podcasts sur les vaccins, ces affaires-là. Là. Regarde, je viens de faire vacciner mon chien. Là. Donc, je suis pas là, nécessairement, mais je veux dire, je suis très ouvert, puis j'écoute ces affaires, puis il y en a que ça fait capoter bien raide, là. Mais tout le reste, sa vision de l'Ukraine, de la guerre, de ce qui se passe,
Excusez-moi, là, le gars, il est le gars bien du bon sens. Là. Mais pourquoi il se privait, le Parti démocrate, de ce gars-là? Parce que l'autre, c'est une momie, là. L'autre, c'est une momie. Mais je sais, pourquoi qu'il... Ouais, mais lui, il est pas... c'est pas un hyper gauche, vert, puis tout ce que tu veux. Moi, je comprends. C'est pas un woke, là. Voilà. C'est zéro un woke. Tous les sujets du jour, lui, il les coche pas, là. Changement climatique, le wokisme. C'est ça, il n'est pas très Kamala Harris, là. Toute la patente COVID. Lui, il coche rien de ça, là. Mais je me trompe-tu en disant que la gauche aime ça? Les partis de gauche aiment ça, avoir un leader qu'ils peuvent contrôler? Oui, parce qu'il y a un genre d'establishment, un genre de swarm qui vont... oui. C'est sûr que d'avoir un gars qui est sénile, ça plaît à beaucoup de monde. T'sais, il est contrôlable beaucoup plus que... Puis sais-tu quoi? C'est tellement dur que même un gars comme Trump, qui était un leader assez solide, a probablement été bouffé par la swarm bien plus qu'il pense. On le voit avec beaucoup de ses bras droits qui lui virent le dos. Là. Donc, les gens qui l'ont conseillé dans la machine d'engager tel gars, finalement, c'est tous des pas bons. Là. Ben, lui, ils ont imposé Fauci. Là. Ben, Fauci était là, lui, parce qu'il était dans le système, il était là, puis il l'écoutait. Il l'écoutait. Donc, très dur. Imaginez-vous quand vous êtes un genre de leader alpha, puis que vous vous faites fourrer à tour de bras par tout ce qui entoure dans cette maudite patente-là. Imaginez-vous quand vous êtes un vieux sénile comme lui. Mais tu as commencé avec... Ah, vas-y. Mais elle, Angela, elle n'est pas vaccinée. Là. Angela n'est pas vaccinée. Non. Mais tu sais, tu parlais de Kerry. On dirait qu'on a de la misère à imaginer Kerry s'intéresser à la politique. On dirait que lui, il doit dire... Ah, ben, regarde, on l'a vu que les guns que non. Là. Il s'intéresse bien plus qu'on pense. Ben oui, il s'intéresse plus qu'on pense. C'est juste que les gens qui pensent comme nous ont pris... puis je les comprends, là. La COVID a changé les affaires pour plusieurs, là. Mais avant la COVID, les gens qui pensent comme nous fermaient le gueule. Parce que ça t'amène juste de penser comme nous autres, ça te fait juste te faire regarder de travers un peu. Tu as l'impression que ça t'amène à rien, donc tu prends ton trou, tu gardes ça pour toi, tu en parles à ta femme, ça finit là. Mais là, aujourd'hui, la COVID a fait que beaucoup de monde ont sorti de leur comment ça s'appelle ça? Là? Leur coquille, exact. Un cocon. Bon, un bon exemple. Ils ont sorti de là, puis ils ont dit à partir d'aujourd'hui, je m'occupe de mes affaires, sinon on me fait fourrer à longueur de journée. Donc, la COVID a eu du bon là-dessus. Et moi, je pense que Kerry, c'est pas dans son... C'est pas dans... Tu sais, Kerry fera pas des stories. Mais elle est plus expressive que lui. Oui. Mais moi, je pense que elle et lui, le point en commun qu'ils ont... Ah oui, c'est une belle fille. Lui, c'est un beau gars. Mais le point en commun à la base, peut-être pourquoi ils sont ensemble et pourquoi ils ont été capables de passer à travers une année et demie très difficile. Là. Tout le monde le sait. Là. On ne peut pas en jaser, mais tout le monde sait de quoi on parle. Puis pourquoi ça t'offre? Ben moi, je pense qu'ils ont des points en commun sur la vision de la patente. Là. Moi, d'après moi, dans le pick-up, là, il écoute du Kid Rock. Il écoute du Kid Rock, puis chez eux, dans son ranch, il tire des caisses de Budweiser Light. Oui! Avec une mitraillette. Alors, il boit pas Quoi d'autre d'en boire, mais Jerry? là, je me suis réconcilié avec Angela. Moi aussi. Regarde, Oui. Oui, je me suis... Ben, écoute, juste d'aller là... Oui, c'est ça. Dans l'époque d'aujourd'hui, d'aller dans des gens qui sont le moindrement controversés, je suis obligé de te dire que ça prend du culot. Et moi, j'aime les gens qui ont du culot. On est dans une époque où le monde a peur de mettre leurs pieds à terre. Ils le font quand quand c'est facile, quand ils sont dans le bon bord, quand ils sont dans le bord des médias, puis ce qui est vendu facilement, ça, c'est facile. Mais aller à contre-courant, puis le faire publiquement, thumbs up. Elle aime ça chatouiller, elle. Hein? Ah oui, elle aime ça. Elle aime ça. Oui. Chatouille-moi. Hey, la semaine passée, il s'est posé quelque chose de spécial à New York quand même. C'est à New York que tu vois. À New York, il y a toujours quelque chose, à un moment donné, de spectaculaire. Imaginez un instant là, que toi, tu es là, tranquillement, à New York, ben mollo, et tu regardes la belle vue sur Manhattan, où tu es du côté du New Jersey. Tu regardes la belle vue. Et là, sur la Hudson River, il y a un avion qui arrive pour atterrir. Non, mais presque. OK. Non, presque. Il y a un avion qui passe. Ben, ça aurait pu arriver. Oui. Mais là, l'avion atterrit. Il y en a une qui atterrit dans l'eau, mais l'autre, l'avion est sur une péniche. L'avion, c'est le Concorde. Le monde a vu passer sur une genre de plateforme le Concorde, l'avion. Le Concorde qui était sur une péniche. Le vieux Concorde? Le vieux Concorde. La face, c'est que... C'est quand même capoté pareil. Là.
Il y a du monde qui dit « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Ce qui se passe, c'est qu'il y a un musée à New York. Il appelle le Space, Air and Sea. Le musée, il est sur un vieux porte-avions amarré à quelque part dans un pier, je ne sais pas trop où. Là. Et l'affaire, c'est que dans ce musée-là, il y a le Concorde original de 1969. Capoté, là. Mais ça. Donc, pour les plus jeunes, on va dire c'est quoi ça, le Concorde? C'est l'avion supersonique qui faisait, tenez-vous bien, 3 heures Paris-New York, ou à peu près 3 heures. Je pense que le record, je pense que c'est 2h50 quelque. En tout cas, Londres-New York. C'est le fun, t'embarques 3 heures, c'est terminé la ride. Il y a eu quoi? Je pense qu'il s'est bâti 20 Concorde dans toute l'histoire. Donc, c'est un avion mythique. Mais l'affaire, c'est que l'avion, il est parti du musée, il a embarqué sur une péniche, puis il l'a envoyé à une place spéciale pour qu'il se fasse décaper. Autrement dit, l'avion a des couleurs présentement, mais ils veulent mettre l'avion aux couleurs originales du Concorde de 1969. Donc, imaginez le spectacle, là. Tu as une péniche avec le Concorde qui se promène dessus. Les images sont vraiment drôles à voir. Puis c'est drôle parce qu'il y a des New-Yorkais qui n'étaient pas au courant de l'affaire. Ils l'ont appris là. Une petite affaire bizarre de même. Ça, c'est une petite affaire bizarre. Ça, c'est vraiment du petit potinage local, mais c'est drôle. Il y a eu à Saguenay, je ne sais pas si tu as vu ça passer, Jeff. À Saguenay, il y a un bar laitier. Il y a plusieurs bars laitiers à Saguenay, mais il y a un bar laitier. Je ne sais pas si ça s'est arrangé, mais peut-être que non. Il y a un bar laitier, il y a un client qui est arrivé au bar laitier, il a acheté un cornet. Je ne sais pas comment il a payé son cornet. Comment ça vaut un cornet aujourd'hui? Oh, il y en a jusqu'à 10-12 piastres le cornet. 15 piastres le cornet. Enrobé de chocolat. Moi, c'est des cornets à 1 $. Ouais, mais le gars qui se plaignait justement des... Oui, c'est ça. Le gars qui se plaignait de ces 4 cornets à 40 piastres, là. La vidéo, c'est... L'application de McDo, 1 piastre chaque. Je ne veux pas faire de la pub gratis, mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, oui, on cherche un 10 piastres et un 15 quelque part pour arriver. Là. Donc, le bar laitier, le client ou la cliente, je ne sais pas, la personne arrive au bar laitier, Jeff, achète un cornet, mais prend sa carte de débit et paye le cornet. Et, on le sait, tous les terminaux de carte de crédit te demandent de mettre le pourboire. Oui. Mais la personne est mêlée un petit peu. Mon feeling, c'est que c'est une personne âgée. OK. La personne âgée, quand c'est le temps de rentrer le pourboire, elle rentre son NIP. OK, donc c'est Okay. un NIP Pip, de... pip, pip, Ouais. pip. Ben, moi, j'étais avec Desjardins et j'étais avec la Scotia. Un NIP de 4 chiffres. Là. Desjardins, c'est 5 chiffres, le NIP. C'est 5 chiffres. Scotia, c'est 4 chiffres. Ouais. Moi, c'est 4 chiffres, mais ça. C'est 4 Il y a chiffres. des banques, c'est 6 Oui. chiffres. OK. Mais là, je sais. Moi, D'après moi, ils ont fait exprès. Hein? mais mettons que mettons que ton NIP, c'est 9237. Ouais. Il a laissé quand même 9000 pièces de type. Ouais. OK? Ouais. J'en déduis que la personne, son NIP commence par 1. D'après moi, il y a eu un refill. Non. Mais le plus drôle, c'est qu'il n'avait pas trouvé cette personne-là. Cette personne, elle ne s'était pas rendu compte qu'il y avait un retrait de 1000 pièces et plus 1000 pièces, mais c'est peut-être 2000, 3000 en pourboire. OK. Donc, c'est la crèmerie qui courait après le client. Ben oui, parce que là, tu veux dire... Il moi, était mal à donné, l'aise un peu, là. Oui, il était comme mal à l'aise. Là, Oui. je veux dire, je sais pas moi, peut-être 100 pièces n'aurait pas bougé, là, mais là, c'était un NIP. Mais j'avais cette réflexion-là. Si c'est un NIP, c'est au moins 1000. Au moins 1000. Oui, c'est au moins 4 chiffres. C'est au moins 1000. Ouais, c'est facile. Je ne sais pas si Ah, ça commence par 9, t'es fourré. Ouais, là, t'es fourré, mais en tout cas, si ça commence par 9, le vieux, il y a de l'argent. Là. Parce que si tu te rends pas compte qu'il te manque 9000 dans ton compte. Oui. Ouais, mais ça se peut aussi qu'il soit... S'il est rendu, c'est le pourboire puis il marque son NIP, ça se peut qu'il soit aussi gelé que ça Ça se peut commode. qu'il ne voulait même pas une crème molle. En réalité, il voulait commander un Big Mac. Oui, ça se peut qu'il soit plus là pendant tout, puis sur le poste. Quand j'étais en Espagne cet été, à un moment donné, j'ai reçu un message. Un message qui arrive d'outre-tombe. C'est Mr. White qui m'a écrit. Oui, ce qu'il y avait là. D'outre-tombe. Mr. White m'écrit, il dit « Hey, l'affaire de la machine à pizza, parce qu'on s'est rencontrés en Espagne. Mr. White est allé en Italie Oui. l'année d'avant.
Moi, j'étais allé en Espagne. Mr. White est venu me rejoindre en Espagne. Et à un moment donné, on marchait dans une rue à Malaga. On arrive, on tourne le coin de rue. Il y avait une machine à pizza. Tu mets quelques piastres, puis la machine, elle fabrique une pizza. Mais... Puis là, Mr. White, il dit, est-ce que tu peux retrouver cette machine-là? Parce qu'on ne l'avait pas essayé. On ne l'a pas essayé, ça nous intriguait. Mais là, j'ai vu qu'à l'aéroport de Québec, je ne sais pas si tu as vu ça, à l'aéroport de Québec, il y a une machine à pizza. OK. Mais ma question est, est-ce que c'est une machine distributrice? Autrement dit, la pizza est prête, mais il reste juste à la cuire parce que la pizza est chaude. Ou la pizza, elle se fait. Moi, j'ai vu comment que ça se fait. D'abord, le sel de Québec? Ben, en réalité, là, ce que tu racontes là, je ne sais pas s'il y a un lien, mais il y a une machine de même qui est apparue dans la région de Trois-Rivières il y a quelques mois. Là. Peut-être au printemps. Okay? Ça a apparu dans la région de Trois-Rivières. Oui, OK. Puis, peut-être que c'est la même... Possiblement que c'est le même groupe. Là. Puis là, la pizza, ben, elle se fait carrément à partir d'une pâte. OK. Il n'y a pas des petites Mettre la sauce tomate. Ils mettent la sauce tomate, mettre le fromage, le fromage, puis elle cuit, puis elle sort d'une boîte. Wow! Wow. Ça m'intrigue énormément. J'ai le goût d'aller faire un tour à l'aéroport me chercher une pizza. Ouais, ça, le problème, c'est que ça doit coûter 35$ de stationnement. Oui. Donc, plus la pizza, ça va être une pizza à 60$. Okay. Ben, c'est ça que ça coûte. Ah, c'est ça que ça coûte? Oui, j'y ai pas pensé. Longtemps, j'ai pas... c'est moins cher que livraison. Oui. J'y ai pas pensé. Non. J'y ai pas pensé. En tout cas, prochain coup, je passe par l'aéroport. Oui. Thank you, man. Yes. Voilà pour la boîte avec notre chum Jerry. Ouf, gros lundi. Hey, j'ai-tu lu qu'il y a encore de la pluie demain et des patins? On n'est pas capable d'avoir 3-4 jours en ligne. Non. On n'est pas capable d'avoir 3-4 jours. On demande juste 3-4 jours, pas de pluie. Moi, ça ne me dérange pas qu'il ne fasse pas 27. On peut faire 20, là. Mais on peut-tu avoir 3-4 jours, pas de pluie? Ouais. Juste 3-4 jours, pas 2 semaines. On vient. Jeff Fillion. Worldwide. Radiopirate.com. Next. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Summer. Oui, Summer. On n'a même pas eu de Summer. Griff. Mais c'est la poubelle à Jeff. Mais sérieusement, ça devrait être plus la poubelle de Mr. White. Parce que Mr. White me dit, j'ai des audios à te faire entendre et j'ai aucune idée c'est quoi. On avait entendu celui de... On a entendu celui de M. Legault. En compagnie du premier ministre du Québec qui est arrêté nouveau. Bonjour! Bonjour, M. Legault. Ben, bonjour Frédéric, bonjour Richard. Quelle belle semaine! Quelle belle semaine! Oui, très belle semaine. L'avez-vous vu? Les anciens du PQ. Hein? Mais on n'ira pas là. On n'est pas là. C'était une autre époque. Isabelle m'a encore trouvé que je fais des jokes poches, là. Mais le genre qui dit... belle semaine! Il pleut tout le temps! Moi, c'est le genre qui dit ancien. Ancien. Tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire t'es plus péquiste? Ouais. Ben, moi, je pense que t'es péquiste encore. Ouais. En tout cas, ça paraît pas. Donc, vas-y avec tes affaires. Bah, tantôt, on a parlé d'acide. Oui. Fait que là, j'ai un petit... Acide est allé au Casino de Montréal. Puis, OK. Puis, quand tu vas au Casino de Montréal, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu veux jouer? Oui. Puis tu veux... J'imagine que quand tu joues, tu prends un petit verre. Ben oui. Mais lui, il a eu de la misère à trouver tout ça. Là. Ah ouais. Pourtant, il est au casino, là. Casino de l'Auto-Québec. C'est le casino, ça, où les troupières tombent en amour avec les meilleurs clients à table. Là. Ah oui. Oui. Il se passe des affaires bizarres dans ce casino-là. Je viens présentement au Casino de Montréal. C'est dans la grande région de Montréal. Il n'y a pas moyen de boire un calice de bravage. Toutes les bars ouvrent à 15h à cette heure. On me fucking niaise. Il doit bien être midi 4 parts, ça n'existe pas aussi ici. Regarde des choses, il n'y a pas un bar d'ouvert, il n'y a pas une table ouverte. Tout ça, c'est toutes les tables de roulette. Ça, c'est toutes les tables de blackjack. C'est je calisse ici. Tu peux pas boire, tu peux pas jouer. Sans face. On me fucking niaise le Casino de Montréal. La prochaine fois, là, je vais envoyer un chèque de 100$ direct à mon casino. Ça va m'éviter le trouble d'y aller en esti. Puis là, on peut même pas boire de breuvage. Ça va m'éviter le trouble d'aller pas boire de breuvage au cas des casinos sales. Hein, mon prince? Mon prince. Mon prince. Donc, ça veut dire qu'il y a juste les machines à sous qui marchent.
Il y a juste les machines à sous, puis il faut t'amener ton petit diète. Parce que lui, il joue au blackjack, puis il veut prendre un petit cognac. Ben, voyons donc. T'es au casino. Ben oui. Là, il dit, je me suis déplacé jusqu'ici, j'aurais dû leur envoyer 100 pièces. Tout ce qui est opéré par le gouvernement, c'est un cancer. C'est un cancer. Dernière affaire, qu'est-ce que... Oui, ça, c'est la vidéo que tu as pognée sur Twitter? Le français, là? OK, non, moi, c'était une Française. OK. Non, ça, c'est un Français qui a vécu à Montréal, puis il a déménagé à New York. Je pense que c'est Jerry qui a envoyé ça, peut-être, dans le channel. Puis qu'il a déménagé, il vivait à Montréal, puis là, il a déménagé à New York, puis il a décidé de comparer les deux villes. OK. Puis il a dit, ben là, j'ai vécu dans les deux villes, là, je peux vous dire la différence. Puis évidemment, les commentaires en bas de son TikTok sont pas très gentils parce qu'il n'est pas fin avec Montréal. Ah non. Donc les gens de Montréal sont... Ben quoi? Les gens de Montréal, ils retournent-toi non en France. Ça, c'est le bout... Tu sais, c'est pas grave, là. C'est pas la fin du monde. Quelqu'un compare, il a trouvé des dés dans deux places. Calmez-vous les nerfs. OK, on l'écoute. J'ai habité presque 1 an à Montréal, maintenant ça fait 6 mois que j'habite à New York. Je compare les deux villes. Déjà, pour commencer, c'est presque une insulte pour la ville de New York de la mettre dans la même phrase que Montréal. Oh. Une des choses hyper importantes quand j'arrive dans une ville, je trouve, c'est l'énergie. Et l'énergie de la ville à Montréal, elle est inexistante. Ici, à New York, l'énergie, elle est tellement intense, tout va vite. Franchement, j'adore. C'est simple. Pour moi, Montréal, il y a vraiment pas grand-chose à faire. Pour vous dire, même les Canadiens qui habitent à Montréal, tous les week-ends, ils partent de la ville. Alors c'est vrai qu'en superficie, Montréal, c'est hyper grand, mais la partie visitable est vraiment toute petite. Il suffit de 2-3 jours pour tout avoir fait. Ici, à New York, ça fait 6 mois que j'y habite. Franchement, je charbonne tous les week-ends. Je fais vraiment plein de trucs. Et je suis encore loin d'avoir tout fait. Au niveau sécurité, Montréal, ça craint de fou. Je me sens beaucoup plus en sécurité ici à New York qu'à Montréal. À Montréal, tous les jours, je me faisais poursuivre par des craquettes qui me demandaient de l'argent. Ici à New York, ça m'est jamais arrivé. Ah oui, et autre élément très important, la météo. À Montréal, en hiver, c'est du -20, -28, -30. Ça rigole pas. Et en été, il pleut très très souvent. Franchement, vraiment, je suis breton. L'été en Bretagne est beaucoup mieux que l'été à Montréal. Wow. Ici, à New York, je revis, j'ai un vrai été. C'est vrai qu'il pleut de temps en temps, mais franchement, j'ai bronzé rien qu'en restant ici. Oh! Tu sais, des Bretons, là. Tu sais, des Français, quand tu dis que t'es Breton, t'es en France, c'est comme, ça veut dire que tu vis sur la pluie. Là, tu vis dans la pluie. Donc, lui, il trouve que la température à Montréal, c'est de la merde. Oui. Mais là, je suis sûr qu'on prend 50 personnes qui déménagent de Montréal à New York. Il y en a 40 sur 50 qui vont avoir la même affaire. Tu sais, veut dire... C'est marqué quand tu es sur la 87, à un moment donné, il y a une pancarte du pôle Nord. C'est le pays du Père Noël. C'est le pays du Père Noël. C'est le bout de la terre. C'est que vous voulez qu'on fasse. En ce moment, on est mêlés comme un jeu de cartes. Là. Regarde, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui se passe comme on veut. Regarde, on a un gros... Il faut faire un grand reset. Il faut faire un reset. Oh! Non, mais sérieux, il faut faire un reset pour vrai. Tu veux-tu entendre un petit bout, j'ai un genre de 15 secondes du show de Metallica à Montréal. OK. Puis, tu sais, quand le monde, ils disent, ouais, c'est bizarre le son, là, ben, tu vas l'entendre. Il est comme juste en bas de Acid Blais. OK, oui. Fait que, mais tu sais, même quand le monde... un téléphone pour l'enregistrement, c'est toujours même mauvais. quand le monde y tape, le Centre Bell, mettons, même le festival d'été, t'entends pas un genre de wouh. Non. Puis, ça, arrêtez de penser qu'on peut sauver les stades olympiques pour le son. Là. Je pense que c'est dans le Prime qu'on a parlé. Là. C'est pas sauvable. Vous allez voir Metallica pour l'événement, les scènes qui ont fait écœurantes, puis la performance ça a marché, là. Il y a eu 2 fois 63 000. C'est ça. Il y a eu 2 fois 63 000, mais tu t'en vas au stade olympique. Faut que tu saches que le son va être mauvais. Va être mauvais, c'est sûr que je te dis. Peu importe le band, peu importe... Tony Bennett sera encore vivant, même si c'est plus tranquille, il y aurait de l'écho all the way, puis on aurait de la misère à l'entendre à des places. Donc, faut pas... Méchante gaffe, ce stade-là, pareil. C'est un stade qui est dû pour être... c'est un stade qui est dû pour être démoli puis qu'on en fasse un autre. C'est que la première question que tu poses
ceux qui étaient en arrière du projet du stade, Taillibert, puis sa gang, puis les politicos qui étaient là à l'époque. À un moment donné, tu dis, OK, après les Olympiques, puis les Olympiques, ça ne dure pas 3 mois. Là. Les Olympiques, ça dure quoi? 2 semaines? Ouais. 3 semaines? Quand les Olympiques vont être finis, on fait quoi avec le bol? Tu sais, même pour les expos, c'était pas adapté tant que ça. Oh non, c'était très mauvais pour les expos. C'est très, très mauvais. Parce que c'était notre équipe de balle. On s'entend-tu parce que le stade était fait sur le... Tu sais, il était comme plat. Donc, mettons, t'es telle rangée en arrière. T'es très loin de l'action. C'est ça. Même des billets en bas, t'es loin. Bon, avant, l'inclinaison était trop abrupte. T'étais proche, mais c'était trop abrupt. À un moment donné, ils ont trouvé un genre de compromis, mais ça, c'est le pire du pire. Là. Ça, c'est le pire du pire. Moi, j'ai été beaucoup là, aux expos. J'ai vu peut-être une centaine de games des expos. Tu sais, je veux dire, il y a pas... Très dur. S'il n'y avait pas 25 000 personnes dans le stade, c'était très difficile de faire de l'ambiance à cette place-là. Hey, je vous fais entendre une Canadienne qui nous parle du coût de la vie au Canada. Okay, so I live in Calgary, Alberta, Canada, and for those of you who don't know, Canada has like a serious fucked up inflation problem right now. I just got back from doing groceries and I have $70 worth of groceries on my table right now, and I genuinely don't even know what I purchased that made it to $70. I had a fucking mini breakdown to my parents the other weekend. I started like crying, like tears. They came in because I was doing a budget and they were like, "How is it?" And I was like, tears. I'm working like 3 jobs right now. Like I got out of university like last year in December and I have been fucking grinding it out ever since just because the cost of living, and I'm not even really saving that. I'm not saving anything really, but the cost of living is outrageous in Canada. And it's just so, I was telling my parents, like, it's just so frustrating that like you do all the right things, you go to university and then you come out, you get a job, whatever, and you can barely fucking afford rent. I talk about it with my friends all the time, but we're just fucking sticking together right now because it's brutal. Okay, so... Ouais. Donc, c'est le sujet. Excusez-moi, là. Laissez-moi tranquille avec l'histoire de climat, puis de ramasser toutes les places dans le monde où il y a un feu, où il fait chaud, ou en oubliant où il se passe rien. J'ai vu la map. Je regardais la map de température en Amérique du Nord. Et on nous a parlé du Texas en masse. C'est peut-être la seule place avec la Floride où les températures ont été en haut des normales. Le reste... Tout le cœur, le Midwest, aller quasiment jusqu'en haut, nord-est, ça a été en bas des normales de saison, mais on nous parle toujours des endroits où il fait chaud. Donc, sacrez-nous patience avec le climat, sacrez-nous patience avec les patentes de woke, puis tout ce que tu veux, puis les histoires de diversité. On est plus capable. Parlez-nous de la vraie histoire. C'est le coût de la vie. Ici, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de Christie de bon sens. Hey, moi, j'ai toujours pensé que... T'as toujours pensé que l'Allemagne était une place chère? Ben oui. OK. Donc là, on a un pirate qui est en Allemagne, qui a commandé une pizza. Ben en fait, de ce que je vois, 2 pizzas, 2 bières. C'est ça? Donc, une pizza, un plat de pâte au fromage, 2 bières, pourboire inclus, bouteille d'eau en plus, 48 €. Oui. Bon. C'est 70 canadiens. C'est 70 canadiens? Oui. OK, mais eux autres sont payés en euros, là. Oui, non, je sais, mais OK. Pour se vous donner une idée, là, mais eux autres, leur salaire est en euros. Leur salaire est en euros. Donc, quelqu'un qui... tu sais, Paul Arcand, ton ami Paul Arcand est arrivé de vacances. Oh, Paul. Il a peur des changements climatiques, mais il est dans l'avion pour aller prendre des vacances en Europe. Il trouve que la vie est plus chère au Québec qu'en Europe. Il y a des caves qui vous l'ont dit à la radio il y a longtemps, là, il y a 3 ans. Même on vous a dit ça avant, on faisait rire de nous autres. Là, maintenant, les gens réalisent qu'on était en avant sur notre temps quand on vous parlait des prix à la consommation et que, à un moment donné, hey, on est rendu, on a parlé tantôt, sur Prime, c'est les maïs, c'est 13 $ la douzaine. Oui. J'ai vu à Beauport 13 piastres la douzaine. Dans un kiosque de coin de rue, là. C'est quoi 13 piastres la douzaine? C'est quoi cette histoire-là? Dans ma tête, moi, c'était à 6 piastres la douzaine. C'est quoi? Non, il faut l'acheter à la poche parce que mon ami Alain Bégin, salut, c'est Alain Bégin. Alain me dit une poche 10 douzaines capable d'avoir d'argent 50 $, mais cash. Ah oui, mais 50 piastres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec une poche de blé d'Inde? Je sais bien. Un coup que je l'ai mangé 4. Je veux faire une genre de... Une épluchette. Une épluchette de blé d'Inde de famille. Là. Ah oui, t'amènes à emmener votre bar. Oh oui.
Mais la poche, je pense qu'il n'y a pas 10 douzaines, je me suis trompé. Non? Il y en a moins que ça. Ah oui? Ah oui. Il y en a moins que ça. Je pense que c'est 5 ou 6 douzaines. OK. Ah! Ça se peut-tu, je pense, ça se peut-tu une poche 60 blé d'Inde? Ça se peut. Ça se peut, mon ami, ça se peut. Oh boy! Donc, là, tout le monde se plaint de ça. Tout le monde se plaint du coût de la vie. Là. Tout le monde... On vient d'allumer là-dessus. Là. Ouais. T'en souviens-tu de Jeff? Tu te souviens? Ça, c'est sûr. Ton chum d'enfance, Nick. Oui. Nick le péquiste, tu l'agaces avec ça. Il était pas péquiste, pas tout. Mais il y a longtemps, quand il y avait le marathon à Québec, lui, il a fait des marathons. Et là, lui, il était sur le traversier, parce que c'était le marathon des deux rives à l'époque. Hein, tu avais une partie, ça rive sud, une partie, ça rive nord. Et sur le traversier, il parle avec une fille de New York qui était venue faire le marathon à Québec. Petites vacances, mais en même temps, on fait le marathon. Il y a un côté touristique aussi. Oui. Et cette dame-là avait dit à ton chum Nick, Québec, c'est beau, puis la femme, elle a dit « very expensive city ». Oui. Elle comparait, elle disait « j'allais manger ». Puis t'as peu, là, ça, là. Mais ça, c'est dans le temps que les pâtes étaient à 21 piastres l'assiette, là. Ça, c'est une affaire d'il y a 10 ans, là. Oui. Mais ça nous avait shaké pareil. Que là, tu as la vision extérieure de quelqu'un qui arrive. On disait, nous autres, à l'époque, une New-Yorkaise. Elle a trouvé c'était cher d'un resto. Oui, parce que New York, on s'entend que c'est dans les places les plus chères. En Amérique du Nord, c'est dans les places les plus chères. Et elle venait courir ici, puis elle disait « very expensive city ». Mais là, elle n'a pas d'idée c'est quoi que c'est devenu. Non, là, elle n'a pas d'idée. non, là, elle n'a pas d'idée. Mais c'est juste drôle, parce qu'on s'est fait ridiculiser. Quand toi, tu mettais des factures sur Twitter... Tu ne peux pas t'imaginer comment j'ai eu des messages pas fins. Ben oui. Puis on en parle souvent. On le dit depuis longtemps. Puis là, on a tous vu ça monter. Puis moi, je vous dis, hey, on l'a-tu dit souvent à la gauche? Le jour où vous allez monter les salaires de manière trop vite comme vous le voulez, parce que ces gens-là, le salaire était à 10 piastres et ils voulaient l'augmenter à 15. Oui. OK? Salaire minimum? Et là, le salaire minimum. Et là, le salaire est monté. On est rendu à combien, le salaire minimum? On est rendu à... je vais te dire ça. Ça se peut-tu que c'est 14 piastres? Ouais, on est monté très, très, très vite. Puis en plus, la rareté de main-d'œuvre a fait que... 15-25. Oh, ciboire, excusez. La rareté de main-d'œuvre a fait que la réalité du travail de même, là, dans les places de service, le salaire a augmenté beaucoup trop vite, même plus vite que le salaire minimum qui est géré par le gouvernement. Et ça, moi, je vous disais, vous n'avez pas d'idée comment les gens qui font ces jobs... C'est jamais le fun de dire ça, là. Parce qu'on veut que tout le monde gagne 100 000 par année. Là. On veut tout ça. Là. On souhaite que tout le monde... Mais tu sais, si tu as des jobs... En ce moment, les plus riches en ce moment, ce sont les jeunes qui restent chez leurs parents. Parce que c'est eux autres qui gagnent 15 $ à l'heure. Eux autres, ils n'ont pas de dépenses. Le char est fourni, la main va venir à l'ouvrage. Ils crachent à la maison quand ils ont le goût de dormir à la maison. Ils prennent leur repas quand ils ont le goût. Sinon, mais les autres sont riches. Là. Les autres sont riches. C'est sûr que quelqu'un qui a une famille, 2 enfants, qui gagne 15 $ à l'heure avec le coût de la vie en ce moment, il est pauvre comme ça se peut pas. Là. Mais on l'avait dit. Puis c'est plate à dire, je veux le répéter. Là. C'est plate. Quand quelqu'un arrive et dit « Moi, je veux que les gens qui travaillent dans les restaurants ou dans les jobs poches gagnent tout. » On veut tous qu'ils gagnent plus. Mais c'est sûr que notre cœur d'humain dit « Ben oui, on veut tous qu'ils gagnent plus. » Sauf qu'à un moment donné, il faut que tu mettes une pause sur le cœur. Il y a une logique économique. Il y a un play sur le cœur et il y a 2 barres. Là. Ça, c'est la pause. Mets une pause. Là, tu dis, c'est facile de dire ça, là, mais si on veut être fin, puis qu'on veut avoir du cœur, il ne faut pas faire ça. Parce que le jour où ça va exploser, le coût de la vie va exploser, puis ça, ça a été, je dirais, amplifié 1000 fois par l'argent donné à tout le monde pour rien, imprimé à tour de bras par Justin Trudeau. Justin Trudeau a fucké le Canada pour les 50 prochaines années, les amis. Insupportable. OK? Justin Trudeau a fucké le Canada. C'est ça qu'il a fait. Donc, mettez ça, tout l'argent qui arrive donné à quasiment rien faire aux entreprises, aux gens, etc. Et là, en même temps, boum, tu augmentes de quasiment
facilement 35 % le salaire minimum. Donc, tous ceux qui gagnent 16 piastres passent de 16 à 22. Ceux qui gagnaient 20 sont rendus à 28, etc. Ça ne pouvait pas aller plus mal que ça. Et moi, j'ai dit, malheureusement, puis ça, je me rappelle d'avoir dit ça à quelqu'un de Québec solidaire. J'ai dit, je vais te faire un pari assez simple. La personne qui aujourd'hui gagne 10 et 50 $, le jour où elle va gagner 15 $, elle sera plus pauvre qu'aujourd'hui avec son 10. Est-ce que j'avais tort? Tu avais raison. Est-ce que les gens sont... En fait, c'est même depuis longtemps. Nous, quand on gagnait 4 piastres de l'heure où c'était plus libre, c'était les années 80, c'était... il n'y avait pas de gouvernement nulle part, il n'y avait rien. On gagnait 4 piastres de l'heure et on vivait des vies... Ben oui, ça coûtait rien. Au restaurant, ça coûtait rien. Au bar, ça coûtait rien. Nos chars coûtaient rien. Et je veux dire, moi, je me rappelle avoir eu un char neuf en 1985, 7 000 $. Char neuf, là. Pas le petit 3 cylindres, là? Oui, le petit Suzuki Forza. 7 000 $. Très bon deal. Très bon deal. Gagner 4 piastres et 25 $. Il en vendrais-tu des Forza aujourd'hui à ce prix-là? Incroyable. Incroyable. Donc, plus on augmente, plus la loi d'augmenter le salaire minimum, plus le salaire minimum fait augmenter le coût de la vie, puis en plus rajouter les folies à Trudeau à travers ça. Et là, c'est le bordel. Là, c'est rendu que le monde va manger au restaurant. Ils lâchent les restaurants de soirée, puis ils vont manger des œufs. Non, mais c'est ça. Est-ce que tu l'as lu, le texte du gars? Oui, parce que, en fait, compte, on va se faire plaisir, on va aller au restaurant. C'est le fun. Tout le monde aime aller au restaurant. On l'adore ça, aller manger au restaurant. Ben oui. Et là, on va aller au restaurant, mais on va y aller plus le matin. On va se gâter une fois par semaine. On va y aller le matin, parce que le matin, la facture, on s'entend-tu que tu ne te jettes pas d'un fruit puis d'un crêpe. C'est pas donné, les déjeuners non plus. Mais quand même, c'est plus abordable que les... Mais pourquoi les crêpes, c'est cher? Les crêpes, quand tu fais ça à la maison, ça coûte rien. Ça, c'est très mystérieux. C'est très mystérieux, là. Non, oui. De la farine, un œuf, puis il n'y a pas grand-chose là-dedans. Là. Sirop de poteau avec ça, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Non, mais j'ai augmenté le prix. C'est ça que j'ai lu. J'ai augmenté le prix de mes choses de luxe comme les crêpes. Oui. Les crêpes, ça coûte rien. Des crêpes, c'est un repas de pauvre. Oui, c'est un repas de pauvre. Quand on était jeune, là, manger des crêpes, c'est un repas de pauvre. Quand t'as pas d'argent, tu manges des crêpes. Ben oui. En tout cas, regarde, je vous le dis, là. Justin Trudeau, il a fucké le Canada pour les 50 prochaines années. Pas juste monétairement, là. Socialement aussi. Socialement, monétairement, les histoires de maison, tout. Monsieur, madame. Moi, là, j'ai dit à ma fille en fin de semaine, j'ai dit, d'après moi, tu es encore pour 10 ans ici. Elle a 21 ans. Là, tu lui as donné un coup, là. Mais c'est ça pareil. Oui. J'ai-tu raison, pas raison? T'as raison. Bon. Comment tu veux-tu qu'il s'ajoute une maison finie de 450 000? Ils en veulent pas de maison finie à 450 000. Ils en veulent 0. Ils veulent pas ramasser la dame de pique. Non. Thank you, Mr. Wine, pour la production de la première journée de la semaine. Mon nom est Jeff Fillion. Thank you, Jerry. Merci également à Yann Sénéchal. Et on avait sur le Prime Martin Saint-Hilaire du Vanuatu. Donc, on s'en parle demain pour la deuxième de la semaine. Puis, c'est ça. Demain, un petit peu de pluie. Ouais. Ça nous manquait un peu. Faut bien arroser pelouse. Puis, arrête. On veut pas de feu de forêt. Arrête. Ah oui, une poche de blé d'Inde. Oui. C'est 6 à 7 douzaines. C'est 6 à 7 douzaines. Toi, tu avais douzaines. dit au début 10, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est 6 à 7 douzaines dans une poche. Ah, voilà. Hey, on est parti. See ya. Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com.